rapidement, il a fallu qu'on lève des fonds. Et quand je dis lever des fonds, c'est vraiment à poil. On est en plein Covid, on n'a pas de tech, on n'a pas de background en VC ou en banque ou même en start-up. Et donc on est allé chercher une première levée de fonds. Et en fait, on a explosé le record européen. On a levé 5 millions d'euros en 2 heures. Et donc là, on s'est vraiment dit qu'on avait un truc de dingue entre les mains. Les entrepreneurs sont des gens qui aiment le risque, mais c'est aussi des gens qui arrivent à faire en sorte que ce risque-là soit contrôlé, soit maîtrisé. Par contre, le risque de passer une vie de merde, à m'ennuyer et avoir un taf qui ne sera pas stimulant de ouf, ce qui est la pire erreur possible. Finalement, le plus grand risque, c'était de ne pas essayer. Tu as quelque part une solitude de l'entrepreneur qui est forte parce que toutes les décisions difficiles, in fine, c'est sur toi qu'elles reposent et c'est plus difficile de partager tes doutes. Mais tu dois toujours garder le cap et garder la vision. En parlant à des gens qui sont in charge, en parlant à des gens qui sont au pouvoir politique, tu te rends compte que personne ne sait où il va. Donc arrête de t'en faire une montagne, on est à l'aube d'une révolution. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic, encore une fois bien accompagné. Je suis avec Andrea Ganovelli. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Très très bien, merci d'être là. Je vais rapidement te présenter. Avant qu'on démarre cet épisode, tu es le cofondateur et CEO de Greengot, la première néobanque écologique et éthique lancée en 2020. En 2024, Greengot a atteint 1 milliard d'euros de transactions, 100 millions sous gestion, plus de 70 millions d'euros investis dans des projets durables depuis la création, sans parler d'une levée de fonds de 5 millions d'euros en 148 minutes, un record européen, on y reviendra, on en parlera, et compte plus de 13 000 utilisateurs actifs en moins d'un an, un développement qui ne cesse d'évoluer, encore récemment avec un partenariat stratégique avec SNCF Connect. Greengot, une banque qui exclut les investissements dans les énergies fossiles et oriente l'épargne vers des entreprises engagées dans la transition écologique. Il y a énormément de sujets à évoquer, mais avant ça, j'aimerais te poser une première question, aller droit au but sans détour et vraiment comprendre la genèse même du projet. Quand tu avais une carrière stable dans la finance, que tout pourrait prétendre à croire que ça se passe bien et que tu as la carrière idéale par rapport aux études et par rapport à ce que beaucoup de personnes voudraient avoir. À quel moment il y a quelque chose qui te gêne au point de tout plaquer pour te lancer dans ce projet? Ouais, alors tu as raison de le dire. Moi, avant de commencer Greengot, je bossais à New York, je bossais en finance, j'étais en strat, j'avais la belle vie, je faisais la teuf tout le temps avec mes potes. Et en vrai, c'était une vie que peu de monde aurait envie de quitter. Ça, c'est sûr. Mais pour comprendre, moi, en fait, ce qui m'a amené à créer Greengot, je crois que c'est important de revenir au début de, tu vois, à mon enfance, à ma jeunesse. Et moi, j'ai grandi dans le sud de la France, dans un endroit qui est ultra ennuyeux, dans un endroit ultra boring, tu vois, dans une ville qui s'appelle Istres. Si tu joues pas au foot, a priori, tu connais pas. Si tu joues au foot, peut-être que tu connais. Et en fait, c'est, tu vois, un peu la ville dortoir dans laquelle il se passe rien. T'es pas dans une grande ville. T'es pas non plus dans un quartier, tu vois, chaud, où il se passe des trucs, c'est vraiment la ville dortoir. Il n'y a rien à faire. Tu t'ennuies, tu fais du foot et du foot. Donc, et en fait, moi, il y a un truc, si tu veux, qui m'a sorti de ça, sorti de cet ennui, parce que quand je dis cet ennui, en fait, les gens, ils sont là, ils se lèvent, ils font leur taf, ils apprennent pas à rêver, tu vois, il n'y a pas cette envie de rêver, il n'y a pas non plus cette envie de s'en sortir que tu peux avoir quand tu es vraiment dans la galère, parce qu'en fait, tu n'es pas dans la galère. Tu vois, tu as juste la vie qui fait que tu as tout ce qu'il faut pour t'ennuyer. Et moi, il y a un truc qui m'a passionné depuis que j'étais tout petit. Un jour, mon père m'a offert des bandes dessinées de l'histoire de France. Et en fait, tu vois, donc en fait, tu as toute l'histoire de France racontée en BD et je suis devenu passionné d'histoire. Donc l'histoire de France, l'histoire du monde, tu vois, toutes les époques, tous les personnages. Et en fait, ça m'a toujours fasciné, l'histoire de ces hommes, alors de ces femmes, mais quand même principalement de ces hommes, malheureusement, dans l'histoire, qui en fait ont fait des grandes choses, des choses de ouf, et qui se sont mis à un moment en danger pour changer une situation, pour aller de l'avant et vraiment basculer les choses, tu vois. Et en fait, moi, depuis tout petit, j'étais passionné par ça, et je faisais que de lire l'histoire de ces grands hommes, de ces grandes femmes, et je me suis dit, putain, moi, je vais être comme eux un jour, je veux faire des choses de ouf. Et alors aujourd'hui, on est en 2025, alors il se passe plein de choses en ce moment, mais on a de la chance. A priori, les grands hommes, c'est plus forcément des militaires, c'est plus forcément des gens qui vont à la guerre, même s'il se passe des trucs en ce moment. Et en fait, quand tu regardes aujourd'hui qui change les choses, qui arrive à faire basculer les codes, depuis une centaine d'années, même un peu plus, c'est souvent des entrepreneurs. Tu vois, ça a commencé à l'époque, tu vois, à la fin du 19e siècle aux États-Unis avec toutes ces grandes fortunes, tu vois, les JP Morgan, les Carnegie, les Rockefeller et tous ces gens-là. Et ces gens-là, ils ont construit le monde d'aujourd'hui, il est grâce à ces gens-là.
Si on regarde plus récemment, des Mark Zuckerberg, des Jeff Bezos ou des Elon Musk en ce moment, est-ce que ces gars ont plus de pouvoir qu'un Macron ou qu'un président des États-Unis même? En fait, probablement. Et donc, je me suis rapidement dit que si je voulais faire ces choses-là, si je voulais avoir cet impact sur le monde et laisser quelque part, tu vois, de façon un peu égocentrique mon nom dans l'histoire, c'était probablement par l'entrepreneuriat. La politique, j'y crois pas. Je suis assez désillusionné par rapport à ça. Et donc, je me dis, OK, moi, je vais être entrepreneur quelque part dans ma vie. Et en fait, à partir de ça, à partir de ce moment-là, je me suis rapidement dit, OK, qu'est-ce que je veux faire qui va avoir le plus grand impact possible? Il se trouve que je te disais que j'ai grandi dans le sud de la France. Il y a plein de pinettes, donc des forêts de pins. Et l'été, ça brûle, ça crame. Et donc, petit, ça a brûlé jusque dans le jardin de chez mes parents et ça m'a laissé un vrai trauma. Et donc, le truc que je me suis dit, c'est OK, qu'est-ce que je peux faire qui peut avoir un impact positif sur la planète? Parce qu'évidemment, tu vois, l'idée, c'est pas de laisser ton nom dans l'histoire pour faire de la merde, mais vraiment pour aider la planète à aller mieux et aider la civilisation humaine. Et quand tu regardes aujourd'hui le changement climatique, sur le 21e siècle, c'est une des plus grandes crises que l'humanité va avoir à affronter. Il y en a d'autres, mais c'est sûr que c'est dans les 2 ou 3 premières crises qu'on va avoir à affronter. Et là-dessus, c'est aussi une opportunité, tu vois, parce que tout moment de crise, c'est aussi le moment où tu as des changements radicaux qui s'opèrent, tu as des renversements brutaux de table, et c'est que dans ces moments-là où vont émerger des solutions fortes, innovantes et nouvelles. Et donc très rapidement, moi je me suis dit, en fait je veux être entrepreneur. Je veux être entrepreneur dans le climat ou dans la protection de la planète parce que c'est un sujet qui me touche, c'est un sujet qui est important pour moi. Et donc là, tu vois, on a 2 des pièces du puzzle. On a l'entrepreneuriat, on a le climat, et la troisième, c'est la finance. Et en fait, dans la finance, je me suis dit, tu vois, la finance, c'est vraiment à la base de tout. Je bossais en finance, je bossais en strat, et en fait, tu vois dans ton quotidien l'impact que peuvent avoir les décisions des financiers. Tu peux voir dans ton quotidien le fait qu'une banque accorde un crédit ou non à telle entreprise ou à telle personne, la façon dont ça va construire le monde. Et si je reviens sur l'histoire dont on parlait, quand on regarde aujourd'hui, je parlais de JP Morgan, ce mec-là, l'industrie de l'acier, l'industrie du rail, l'industrie du pétrole au début du XXe siècle, doit énormément à ce mec-là parce qu'il a pris la décision de les financer. Et peut-être qu'il y a plein d'industries qu'il a décidé à un moment de ne pas financer, qui n'ont jamais émergé alors qu'elles avaient un potentiel de dingue. Et moi, je me suis dit, OK, c'est via la finance, c'est via l'argent qu'on va pouvoir réorienter les flux et faire en sorte qu'une société plus respectueuse de la planète émerge. Donc là, on revient il y a 2019, je retrousse un peu mes manches, je prends mon courage et je me dis, OK, là, j'ai une vie qui est cool, c'est sympa, mais n'oublie pas que tu viens d'un endroit qui est ultra ennuyeux et en fait, tu t'ennuies de tout dans la vie. Enfin, en tout cas, moi, je m'ennuie de tout dans la vie et je pense que tous les entrepreneurs, s'ils décident d'être entrepreneurs à un moment, c'est parce qu'ils en ont marre de leur routine. Et je me dis, OK, c'est cool, je gagne plein d'argent. Est-ce que j'ai envie de faire ça pendant encore 25 ans? Sûrement pas. Donc, au revoir New York, on retourne en France, 3 mois avant le Covid en plus, et on se lance dans Gringotts. Et puis voilà, on est là 5 ans après. C'est quoi l'élément déclencheur où tu dis je peux plus continuer comme ça? L'élément déclencheur, il est toujours difficile à dire parce que tu vois, c'est une accumulation de plein de choses. Tu vois, c'est une accumulation de te dire ouais, c'est sympa, ouais, ok, j'ai été augmenté cette année, ouais, cette année, il m'a envoyé pour voyager à tel endroit, on a fait une super teuf en fin d'année, c'était sympa, moi je me marre bien avec mes potes. Mais en fait, tu vois, c'est une accumulation et c'est de dire putain, là, je commence à approcher de la trentaine. À un moment, je vais avoir des gosses, à un moment, je vais plus pouvoir prendre autant de risques que ce que je suis en train de prendre là. Et c'est peut-être la dernière fenêtre que j'ai les 5 dernières années devant moi où je peux aller all-in et en fait, je peux me retrouver en caleçon chez mes parents pendant 3 ans à taffer sans revenu s'il faut. C'est pas très grave, je peux le faire et go, j'y vais. Et donc, c'est ça en fait qui me fait, ok, j'ai une fenêtre qui s'ouvre, elle va se refermer bientôt, vas-y fonce parce que j'en aurai pas 15 comme ça. Donc, c'est finalement le fait que tu dises j'ai tout à gagner, rien à perdre. Le risque, il est plutôt modéré, je veux le faire. Ouais. Ce que je fais aujourd'hui n'a plus vraiment de sens, ou en tout cas a moins de sens que ma vision initiale de ce que je veux faire comme impact. Ouais. Et donc, tu te lances. Carrément, c'est ça, ouais. Et c'est vraiment le fait de... Tu vois, je crois qu'on dit souvent que les entrepreneurs sont des gens qui aiment le risque, mais c'est aussi des gens qui arrivent à mitiger le risque et à faire en sorte que ce risque-là, il soit contrôlé, il soit maîtrisé, en tout cas dans certains aspects de leur vie. Et là, je me suis dit, OK, le pire de ce qui peut m'arriver, je vais retourner dormir chez mes parents le temps de trouver un taf. OK, c'est pas très grave. Les parents, ils sont sympas, ils sont dans le sud de la France, c'est pas dégueu.
Donc le risque n'était pas si grand. Par contre, le risque de passer une vie de merde, à m'ennuyer et avoir un taf qui ne sera pas stimulant de ouf, et je me dis, ok, est-ce que j'ai envie d'être comme mon N+2, mon N+3 ? Probablement pas. Finalement, le plus grand risque, c'était de ne pas essayer. Ouais, je suis vraiment, moi, c'est vraiment un de mes motos, tu vois, tenter à fond les choses, et en fait, au pire, tu auras appris un truc. Complètement. Du coup, j'ai envie de te poser la question aussi, parce que créer une entreprise, c'est déjà pas anodin. Créer une banque, ça l'est encore moins. Donc là, tu te dis, j'ai envie d'impacter le monde. Les finances, l'écologie, l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui réunit tout ça? Créons une banque. Ouais. Et c'est quoi les premières étapes? À quel moment tu te dis, bon, je vais le faire. Tu rentres chez toi en France, tu quittes ton job à New York. Quelles sont les premières étapes? Comment ça se passe? À quel moment aussi tu rencontres Maud et vous vous associez pour lancer ça? Comment ça se passe? Alors, ça paraît fou, mais sur Internet, il n'y a pas de guide qui t'explique comment créer une banque de A à Z. C'est vraiment pas comme certaines boîtes. L'information est extrêmement compliquée à aller chercher. C'est-à-dire que la banque, au-delà de ça, c'est une entreprise qui est tellement complexe que tu ne peux pas contacter une personne et lui dire comment je crée une banque, parce que personne n'a la connaissance. Elle est extrêmement fragmentée. Aujourd'hui, tu peux même aller voir le gouverneur de la Banque de France ou n'importe quelle personne qui bosse à la Banque de France. Personne ne sait te dire voilà ce qu'il faut faire de A à Z. Il n'y a pas un document, rien n'est centralisé. Donc en fait, c'est un peu le chaos total. Et c'est une information que tu dois aller chercher en te retroussant les manches. Ça prend énormément de temps. Et en réalité, aujourd'hui, chez Gringot, on n'est pas encore une banque. L'objectif, c'est de devenir une banque. On est, pour schématiser, il y a 3 statuts, 3 niveaux réglementaires pour devenir une banque. On est au niveau 1. On a soumis un dossier pour devenir au niveau 2 il y a maintenant 1 an. C'est très long, on pourra en parler après, c'est super intéressant, de tout ce qu'il faut faire auprès de l'ACPR, l'autorité de contrôle de la Banque de France, pour passer cette étape-là. Et la troisième étape, c'est une banque. Mais devenir une banque, c'est extrêmement compliqué. Et par exemple, Conto, c'est pas une banque. Revolut, c'est une banque depuis 1 an et demi. Et pendant longtemps, en fait, tu commences niveau 1, 2 et 3. Et en fait, tout ça, c'est des informations que tu peux avoir en parlant à des gens qui sont déjà passés par là, en parlant à des gars qui ont fait Revolut, qui ont fait Conto, qui ont fait des N26, qui ont fait d'autres acteurs de ce type-là. Mais quand on a commencé, il y a 5 ans, il y en avait encore très peu. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, OK, je prends mon téléphone, je prends mon LinkedIn et j'envoie un message à tous les gars que je vois qui sont passés par, j'en sais rien, qui étaient là au début d'un Conto, qui étaient là au début d'un Lydia, d'un Shine, d'un Revolut, et j'essaye de parler à tout le monde. Alors, quand tu débarques comme ça et que tu es à poil, il y en a très peu qui te répondent. Pas parce que les gars sont pas sympas, parce que les gars, ils n'ont pas le temps, ils te prennent pour un rigolo. Il y a 3 mois, tu étais à New York, tu faisais un truc qui avait rien à voir, et là, tu me dis, je veux créer une banque écologique. Bah, les mecs se foutent un peu de ta gueule, et c'est normal. Et en vrai, j'aurais fait la même chose sûrement si aujourd'hui je recevais ce message. Mais en fait, à force de persévérer, on a réussi à trouver ces infos, on a réussi à trouver les bons contacts qui ont fait qu'on a pu se plugger aux bons acteurs pour démarrer une activité. Et en fait, rapidement, on s'est rendu compte qu'il nous faudrait une équipe. Donc, tu me parlais de ma rencontre avec Maud. On s'était rencontrés à New York. Elle était rentrée en France un peu avant moi. Et on s'est revus quelques semaines après que je sois rentré. Elle avait aussi cette volonté d'entreprendre. On l'avait tous les deux. Et on s'est dit, écoute, lançons-nous, on n'a rien à perdre. Donnons-nous 6 mois et on va voir ce qui se passe. Et donc, on a cherché, on a creusé. Et rapidement, on s'est rendu compte qu'à 2, ce ne serait pas possible. Donc, on s'est mis en recherche d'un CTO. C'est là que Fabien, notre 3e associé, nous a rejoint quelques mois après. Et ensuite, tous les 3, on est partis pour faire une première levée de fonds parce que créer, on va dire, une banque, même si ce n'est pas tout à fait le cas, à 3, ce n'est pas possible. Il nous fallait une équipe. Et donc, rapidement, il a fallu qu'on lève des fonds. Et quand je dis lever des fonds, c'est vraiment à poil. On est en plein Covid. On n'a pas de tech. On a juste un PPT. On n'a pas de background en VC ou en banque ou même en start-up. Aucun de nous 3. Et donc, on est allé chercher une première levée de fonds pour pouvoir recruter une première équipe et commencer à faire tout ce qu'on a à faire. Parce que Fabien pouvait s'occuper de la tech, Maud du marketing, moi des sujets finance strat, mais derrière, il fallait une équipe pour gérer la conformité, qui est un sujet qui est extrêmement lourd. Je ne sais pas si tu te rends compte, si les gens se rendent compte quand tu fais une transaction bancaire, à quel point c'est surveillé, tout ce qu'il y a derrière, c'est un truc de malade. Une équipe pour gérer le service client, une équipe pour gérer la création de contenu, une équipe pour gérer tout un tas de trucs, le legal, le juridique, la compta. Et donc, on est allé lever des fonds et
Et ça nous a pris du temps, mais on a réussi à construire cette équipe petit à petit. J'aimerais bien qu'on creuse sur cette partie-là parce que beaucoup de jeunes entrepreneurs ou moins jeunes, peu importe, qui nous écoutent, se disent « Ok, donc vous êtes 3, vous avez une idée, vous n'avez pas de fonds, vous n'avez pas forcément un background, comme tu l'évoques, lié à des VC ou à une expertise métier propre à la création d'une banque. Vous avez juste un PowerPoint, une idée, plein de convictions, une volonté, dans un marché qui est quand même assez saturé. En 2020, il y avait peut-être un peu moins d'acteurs, c'était peut-être moins populaire, mais justement, ça évoque le fait que le marché était aussi moins éduqué à ce genre de solutions alternatives aux banques traditionnelles. Comment vous vous y prenez? C'est quoi les premières étapes? Auprès de quelle porte vous allez taper? Quelle était la personne entre vous trois qui allait prendre le téléphone pour justement essayer de pitcher et convaincre des gens? Qui est-ce que vous allez convaincre au début? Est-ce que c'est du Friends and Family? Est-ce que c'est du Pre-Seed, du Seed? Ça peut être intéressant. Alors c'était ce qu'on appelle du Pre-Seed. Alors après, tu vois, le nom, on s'en fout un peu de comment on appelle Pre-Seed. Il y a des gens qui font pas de Seed, ils font directement une Seed. Peu importe, mais on a appelé ça un Pre-Seed. En fait, nous, on s'est dit, la tech, on ne peut pas la construire avec un seul gars. Le legal, le juridique, on ne peut pas le construire avec un seul gars. Du coup, le truc qui est important pour lever des fonds, c'est montrer qu'il y a un marché, et marché qu'il va y avoir, le jour où on lance, déjà plein de clients. Et donc, le premier truc qu'on a fait, c'est tester l'idée. Et quand je dis tester l'idée, il y en a plein qui disent « Ok, tu crées une landing page, tu récoltes des mails. » Ouais, mais en fait, on est allé un peu plus loin que ça. Nous, le constat de base aussi, c'est en face de nous, on a Boursorama et d'autres. Ils ont 100 millions d'euros par an de budget d'acquise. Donc, tu vois, un délire qu'on ne pourra jamais avoir. En revanche, nous, ce qu'on a, c'est une mission et c'est des convictions qui vont rassembler beaucoup de monde. Tu vois, en France, même si les gens ont des sensibilités différentes, le mec qui te dit qu'il n'en a rien à foutre de la planète et que si toutes les forêts brûlent demain, il s'en fout, bah, il n'existe pas, ou alors que c'est un immense connard, tu vois. Et en fait, tout le monde a envie de faire un truc qui est cool pour la planète. Tout le monde a envie de faire en sorte que ses enfants puissent respirer un air qui soit pur, faire en sorte qu'ils puissent aller se balader en forêt et qu'en fait, on continue d'avoir la liberté qu'on a aujourd'hui. Parce que c'est grâce au climat et grâce à l'environnement qu'on est libre de ce qu'on a, parce que les ressources qu'on a aussi viennent du climat, enfin viennent de la planète, et si on détruit tout, on n'aura plus rien pour le futur de nos enfants. Et donc cette mission qu'on partage, nous, on s'est dit, on va la rendre publique day one. Et donc ça passe par les réseaux, par Instagram, par LinkedIn, principalement ces deux réseaux, où on s'est dit, on va build in public tout ce qu'on fait avec Gringotte. On va vraiment impliquer les gens, leur expliquer notre démarche, leur dire qu'on vient de commencer, que ça va prendre du temps, mais que s'ils sont avec nous, que s'ils nous aident à montrer qu'il y a un engouement, qu'il y a un intérêt et aussi à construire le produit, bah on arrivera à séduire des investisseurs et à faire de ce rêve une réalité. Et donc tout de suite, on a montré, on s'est mis en avant, Maud beaucoup, Maud la CMO de Gringotte, moi aussi, pour présenter notre démarche et surtout raconter notre histoire. Parce que tu vois, aujourd'hui, on est à une époque, et je pense que tu le sais aussi bien que moi, dans laquelle c'est les gens qui comptent. Une marque, finalement, c'est le visage de ses fondateurs ou les visages des personnes qui l'incarnent, plus que la marque en elle-même, encore plus en 2025. Et donc nous, on s'est dit, OK, on va montrer nos struggles, on va montrer ce qui se passe dans la boîte, on va raconter nos vies, on va raconter pourquoi on fait ça. Et en fait, les gens ont rapidement accroché. Alors, ça n'a pas été linéaire, on a fait des choses qui ont marché, on a fait des choses qui ont moins bien marché, mais c'est ce qui nous a permis de rassembler une communauté, c'est ce qui nous a permis de montrer qu'il y avait un marché fort, qu'il y avait des gens derrière nous et d'aller lever les premières centaines de milliers d'euros dont on avait besoin. Donc, vous avez levé combien au début? Alors, la première levée, c'est 350 000 euros. C'est une petite levée, mais tout de suite après, on a relevé 200 000 euros parce qu'on a levé ces 300 000 euros qui nous ont permis d'avoir un tout petit POC et tout derrière, mais vraiment 10 jours après, on a relevé 200 000 euros. Et donc avec ces 500 000 euros, on a pu recruter les 5 premières personnes et donc commencer à construire vraiment un produit un peu plus costaud. Donc la première étape, le focus, ça a été le produit, la tech. Ouais. Donc là, vous commencez à développer une application, vous commencez à développer ce qu'il faut pour accueillir les premiers clients futurs. C'était quoi les grandes étapes justement? Parce qu'en même temps, j'imagine qu'en asynchrone, vous travaillez sur le côté légal, les agréments potentiels, toutes les problématiques auxquelles vous allez faire face. En fait, tu as un vrai truc dans la fintech et surtout dans le paiement et dans l'investissement, c'est que tu vois, le fail fast, il ne fonctionne pas. Pourquoi je dis ça? Parce que tu ne peux pas perdre l'argent des gens. Quand tu fais un SaaS, bon, ça ne marche pas,
c'est pas très grave en soi. Tu peux, tu prends le temps, les gens ils savent que tu démarres, c'est pas grave. Là, de un, tu as ta réputation. Ta réputation, c'est le plus important quand tu es une banque. Moi, pour avoir fait des passages en conseil en banque, le plus gros risque dont ont peur les banques, donc la Société Générale, la BNP Paribas, Crédit Agricole, c'est le risque de réputation. Si les gens perdent confiance dans l'une de ces banques, c'est la plus grosse catastrophe qui puisse leur arriver. Parce que derrière, ils retirent leur argent, ils mettent leur argent ailleurs, et ça fait s'effondrer une banque. Et donc ta réputation, contrairement à une start-up où en fait les gens ont l'impression que ça peut être bricolé, et c'est pas très grave parce que c'est normal, c'est une start-up, toi tu dois donner un sentiment de solidité tout de suite à tes clients. Et ça ne doit pas être qu'un sentiment, ça doit être aussi dans les faits. Ce qui fait qu'en fait, tu ne peux pas lancer ton produit tant qu'il n'est pas parfaitement prêt. Et quand je dis parfaitement, c'est d'un point de vue régulation, parce que sinon, tu as la CPR qui te défonce, et tu peux aller en prison. Et on ne veut pas aller en prison. Ou alors, tes clients qui perdent leur thune, et là, ils ne sont pas contents, ils peuvent te faire même un procès, ces choses-là. Donc en fait, tu fais un peu tout en parallèle. Tu fais des tests en interne, où dans un premier temps, tu t'échanges des faux euros. Tu fais un test de paiement, tu vas acheter un faux terminal de paiement, tu fais des faux trucs, tu commences petit à petit à acheter avec des vraies choses mais en interne. Tu construis ton app sur la partie front. Donc le front, on avait une personne qui n'était pas le CTO qui faisait que le front, donc l'app mobile. Lui, s'était concentré sur l'architecture bancaire, se connecter aux différentes API. Donc c'est un système qui est assez compliqué, mais grosso modo, tu te connectes aux API de Mastercard pour tout ce qui va être transaction carte. Et en fait, une transaction carte, et c'est là où on se rend compte que Mastercard et Visa sont très forts, c'est qu'on ne se rend pas compte de la complexité que ça peut avoir. Toi, tu es là, tu vas payer, tu fais ton sans contact, ça passe comme ça, mais en fait, derrière, il se passe un truc de malade quand tu payes, avec des chambres de compensation, avec le marchand qui va attendre son argent plusieurs jours, la banque qui va confronter des données avec celle de Mastercard et celle du marchand, et c'est d'une complexité qui est vraiment très, très importante, et c'est assez dur d'intégrer tout ça. Toi, tu ne t'en rends pas compte en tant qu'utilisateur. Donc, tu intègres Mastercard, ensuite tu intègres le réseau SEPA. Le réseau SEPA, c'est celui qui va te permettre de faire et de recevoir des virements. Et ensuite, tu as tout ce qui va être au milieu de tout ça, c'est ce qu'on appelle le ledger, qui va enregistrer les transactions, mettre à jour la balance et faire en sorte que toi, en tant qu'utilisateur, tu aies le bon solde. Si tu as dépensé tes 10 euros et que tu en avais 100, que tu sois bien à 90 et pas à 88 ou quelque chose comme ça. Et en fait, il y a plein de sous-étapes, il y a plein de sous-dimensions. Quand tu fais une transaction, elle est en pending, ensuite elle est en autorisé, ensuite elle passe en cleared. Et tout ça, c'est des balances intermédiaires qu'il faut gérer et qui sont très complexes. Ça prend du temps. Ce n'est pas une simple API sur lesquelles il y a oui, non et la transaction passe. Tu rajoutes des règles de conformité au-dessus par rapport à ça, qui sont aussi très très complexes pour savoir si une transaction peut ou doit être autorisée. Une transaction, aujourd'hui, elle n'est pas autorisée uniquement si tu as ou pas le solde suffisant, mais il y a des règles qui vont dire, OK, ce marchand-là, il est chelou, donc par défaut, je vais le refuser. Et c'est des trucs qui nous sont arrivés à un moment, on pourra en parler après sur la levée de fonds. On a eu tellement de volume qu'il y a plein de règles qui ont sauté dans tous les sens. Et donc, tu intègres ça, tu intègres SEPA, tu intègres le ledger. Et tout ça, tu ne peux pas le faire tant que tu n'as pas avancé en parallèle le legal, la compta et toutes ces choses-là. Et en parallèle, on avait Maud qui faisait la com, le market. Donc en fait, c'est très lent. Et nous, on a mis 2 ans à sortir. Donc on a commencé Gringot, on était en fin 2019. Et on a fait nos premiers paiements en février 2022. Et on a sorti l'app au grand public et le compte en juin 2022. Donc ça met vraiment beaucoup de temps. Mais tout de suite, ça a pris très très fort. Parce qu'on avait justement cette communauté derrière nous, qu'on avait chauffé à blanc pendant 2 ans, qui était fan de ce qu'on faisait et qui voulait s'arracher l'app le jour de sa sortie. Et en fait, le jour de sa sortie, on a un marketing, nous, qui est très fort pour faire des drops et qui, en fait, on a associé ça au fait qu'on n'avait pas la certitude qu'on allait pouvoir encaisser un énorme choc en termes d'entrée en relation dès le début. Donc, en fait, on s'était dit, à partir de maintenant, les premiers jours, on va 500 comptes par jour maximum pour voir comment ça se passe. Le premier jour, on a fait 500 comptes en 1 minute. Et donc, en fait, tu vois que la strat avait bien fonctionné, que tout a tenu. On a transpiré, je ne te le cache pas. Et aujourd'hui, tu vois, alors tu disais en intro 13 000 utilisateurs. En réalité, c'est 54 000 utilisateurs. Ah ouais. Et c'est 13 000 contrats d'assurance vie, parce qu'on fait du paiement, on fait aussi de l'assurance vie. Donc, on a les deux. Et en fait, ça a fait un carton. Mais tout ça, tu peux progresser que très, très, très lentement. Et c'est ça qui est dur en fintech, quand tu es réglementé. C'est que
tu peux pas faire des POC dans tous les sens, tester et ça crache. Non, tu es réglementé partout et il faut faire attention, quoi. Durant ces 2 ans là, où vous travaillez jour et nuit, j'imagine, tous les trois, et avec la petite équipe réduite que vous avez constituée, est-ce qu'à un moment donné, où face à la complexité, que ce soit technique, légale, peut-être plein de choses que vous découvrez, comme tu l'évoquais, le réseau Mastercard et Visa, ou même le SEPA, où c'est très régulé également, où vous vous dites, bon, est-ce que vraiment on a envie de le faire, c'est trop compliqué, ou il n'y a rien qui vous... Alors, franchement, moi, j'ai eu envie d'arrêter 15 fois, je pense. Ok. Et je pense que moi, je respecte énormément les entrepreneurs qui sont seuls. J'en connais autour de moi et franchement, moi, si j'avais été seul, je me serais arrêté 15 fois parce que c'est tellement dur. Tu as tellement des montagnes russes, tu as tellement... un jour, tu penses que tu es le maître du monde, que tu vas tout exploser. Et en fait, le lendemain, tu es une grosse merde et il n'y a rien qui marche et tu vas t'arrêter. Et ça, si tu n'as pas... En tout cas, moi, si j'avais pas eu des cofondateurs qui, eux, étaient up quand moi j'étais down et inversement, je me serais arrêté 20 fois. Parce que quand tu as la CPR qui t'envoie des courriers pour te dire que ce que tu fais est illégal et que tu dois t'arrêter tout de suite sous peine d'une amende de 300 000 €, et c'est pas une blague, hein, ça nous est arrivé un jour que je rentrais d'un week-end, je reçois ce courrier-là, je me dis ok, j'arrête, j'en ai marre, quoi. Parce que tu dors pas la nuit, parce que tu es en retard, parce que le fait d'avoir créé cette communauté aussi, ça a généré beaucoup d'attentes et les gens, en fait, on a été en retard et certaines personnes commençaient à s'impatienter. Alors, c'est cool parce que ça veut dire que tu as des gens vraiment qui carent et qui ont envie de voir le truc sorti, mais tu en as aussi qui disent là, vous faites chier, quoi. Et c'est lourd à supporter quand on a des dizaines de messages comme ça tous les jours. Ouais. Donc ouais, moi je me serais arrêté 20 fois et c'est extrêmement dur d'être seul. Et heureusement qu'on était 3 et qu'on était très complémentaires. Donc ce qui t'a fait tenir, c'est tes associés. Ouais, carrément. Okay. La mission aussi, ultra importante évidemment, parce que la volonté vraiment de protéger la planète, d'investir et de permettre aux gens d'investir dans la transition écologique. Parce que moi, on a beaucoup parlé des sujets environnementaux depuis le début, mais les finances perso, c'est aussi un de nos grands chevaux de bataille chez Green-Got. Et on est persuadé qu'aujourd'hui, on est dans un système dans lequel il faut que les Français et les Françaises s'éduquent en matière de finances, parce qu'on a un système de retraite qui doit s'effondrer. Il faut que les gens commencent à préparer leur avenir, leur futur, pas dans l'optique de devenir millionnaire, milliardaire, mais simplement dans l'optique, tu vois, de préparer leur retraite, les études de leurs enfants, une maison secondaire. Et ça, il faut que les Français prennent conscience de l'importance de leurs finances perso. Et on est à la croisée des chemins chez Green-Got. Prendre soin de la planète, mais aussi prendre soin de ton patrimoine, ton capital. Et tu vois, cette mission vraiment qui nous anime, nous a fait tenir. C'est quoi la mission réelle de Green-Got et pourquoi Green-Got ? Alors, la mission réelle de Green-Got, elle est double quelque part, mais finalement, elle se rejoint. Les deux missions se rejoignent. C'est de permettre à tous les Français et les Françaises de protéger leur capital, leur patrimoine, en l'investissant dans les entreprises et les technologies du 21e siècle qui protégeront la planète. Et en fait, quand je te dis ça, il y a deux choses. Il y a le fait qu'on est à l'aube d'une révolution, comme je te disais en début de discussion, qui fait qu'il y a des nouveaux champions qui vont émerger. Les industries du fossile, les industries du 20e siècle vont péricliter dans les prochaines années. Aujourd'hui, le progrès scientifique, les progrès technologiques se font dans des technologies bas carbone, dans des énergies bas carbone, dans du nucléaire, dans du renouvelable, dans plein de choses. Et quand tu compares, par exemple, les progrès qui ont été faits ces 30 dernières années sur une voiture thermique par rapport à ceux d'une voiture électrique, il n'y a pas photo. La voiture thermique n'a fait quasiment aucun progrès depuis 20 ans. Elle consomme un tout petit peu moins, mais en soi, il ne se passe rien. Le tableau de bord il est un peu plus cool, voilà, rien. Quand on regarde l'électrique, il y a 20 ans, Tesla naissait à peine, c'est né en 2023, ils arrivaient à faire 80 km. Aujourd'hui, ils ont des prototypes qui font plus de 800 km et les voitures de série arrivent facilement à faire 300-350 km et ça progresse tous les jours. Et ça, en fait, on est lancé à pleine vitesse là-dessus. Et aujourd'hui, en fait, investir dans ces technologies, c'est comme si tu investissais dans Ford au début du XXe siècle, plutôt que d'investir dans la calèche des chevaux à cette époque-là. Ou comme si tu investissais dans Google et pas dans France Télécom à la fin du XXe siècle. Et ça, c'est très important de le comprendre. Aujourd'hui, placer ton capital, placer ton argent dans les énergies fossiles, c'est mettre ton argent à risque pour tout un tas de raisons dont on pourra revenir après. Et en fait, investir là-dedans, c'est de faire d'une pierre deux coups parce que tu fais du bien à la planète et tu fais aussi du bien à ton portefeuille et à ton capital. Vous voyez aujourd'hui plutôt comme une banque ou comme
facilitateur et véhicule d'investissement? Nous, aujourd'hui, notre mission à Gringotte, c'est de flécher un maximum d'argent vers la transition écologique parce que c'est bon pour toi et bon pour la planète. Et aujourd'hui, une banque de plein pied, elle fait tout. Elle fait du paiement, elle fait du crédit, elle fait de l'investissement et de l'épargne. Et notre objectif, c'est de pouvoir faire ces trois choses. On fait déjà du paiement, on fait déjà de l'investissement, on fera du crédit un jour. Et on pense que c'est que comme ça qu'on arrivera à avoir le maximum d'impact possible. Tout à l'heure, tu évoquais justement le fait que, par exemple, Revolut n'a eu cette licence bancaire que depuis 1 an et demi. C'est bien, je pense, de le spécifier parce que Revolut, c'est plus de 50 millions d'utilisateurs. Enfin, c'est énorme. Et pour beaucoup, dès lors qu'on voit une application, un système de paiement ou autre, on se dit tout de suite c'est une banque. Ouais. Or, c'est bien plus complexe que ce qu'on le pense. Et c'est bien de le spécifier. À quel moment est-ce que vous vous dites, OK, là, on tient quelque chose, ça va vraiment marcher? Est-ce que c'est quand vous lancez l'app et que vous avez ce système de drop où en 1 minute, les 500 utilisateurs sont enregistrés? Est-ce qu'il y a un autre moment où vraiment vous vous dites, là, on tient notre… Alors, il y a un moment très récent qui nous a vraiment fait comprendre que Gringotte, c'était un truc de ouf. On l'avait compris avant, mais on a fait une levée de fonds participative en novembre 2024, donc il y a quelques mois. Parce qu'on est, comme je te le disais, en train d'obtenir le niveau 2 de licence. Et en fait, dans ce niveau 2 de licence, tu as tout un dossier monstrueux à donner à la CPR qui fait quasiment 1000 pages. Tu as un BP d'une complexité vraiment folle. Et tu as des exigences de fonds propres de la part de la CPR. C'est-à-dire que si tu n'as pas ces fonds propres-là, la CPR ne te regarde même pas. Et donc nous, on a fait plein de calculs et ces fonds propres dont on avait besoin, c'était 5 millions d'euros. Et en fait, on s'est dit, ces 5 millions d'euros-là, on n'a pas envie d'aller les chercher avec des VC, on va aller la chercher avec notre communauté. Et donc, on a fait un crowdfunding, et ce crowdfunding, on l'a fait en 2 heures. Donc, on a levé 5 millions d'euros en 2 heures. On avait peut-être 18 000 personnes sur la liste d'attente. Il n'y en a que 3 000 qui ont pu participer, parce que le truc a sold out tout de suite. Et en fait, on aurait pu faire beaucoup plus que 5, mais c'est la limite de la réglementation européenne. En Europe, dans l'Union européenne, tu ne peux pas lever plus de 5 millions d'euros sur un crowdfunding. Donc on s'est arrêté là, mais on avait encore 15 000 personnes qui étaient en liste d'attente. On l'a fait en 2 heures. Et en fait, on a explosé le record européen. On est allé plus vite que Conto pour faire cette levée de fonds. C'est la plus grosse levée participative qui a été faite en Europe, justement depuis celle de Conto. Et on est allé même plus vite qu'eux. Et en fait, là, on s'est dit, waouh, c'est une dinguerie ce qui est en train de se faire parce qu'on est même en train de montrer à d'autres boîtes, early stage, et à d'autres qu'on peut même contourner les VC, en fait. Que les investisseurs traditionnels, les venture capitalistes, en fait, des boîtes comme nous, on n'a plus besoin de ces gens-là. Et donc là, on s'est vraiment dit qu'on avait un truc de dingue entre les mains avec Gringotte. Voilà. Ce qui est assez dingue, effectivement. C'est 148 minutes exactement. C'est ça. 5 millions d'euros levés. Ouais. Et d'autant plus que ça rejoint la mission finalement et l'usage même de Gringotte. Bien sûr. Parce qu'investir dans des technologies qui viennent aider l'avenir, le futur, c'est aussi ce que fait Gringotte. Ouais. Et encore, j'insiste, c'est 5 millions. S'il n'y avait pas cette limite européenne, on aurait fait, je pense, 3 fois plus. Donc c'est vraiment un truc de dingue qui nous est arrivé ce jour-là. Et on a, tu vois, le modèle bancaire, les crédits mutuels, c'est des banques mutualistes, c'est-à-dire que les banques appartiennent à leurs sociétaires. Alors, nous, on n'est pas un groupe mutualiste, mais pour nous, ça fait énormément de sens de donner une part de la boîte à des particuliers. Parce que ces particuliers-là, ils partagent notre mission, ils partagent nos valeurs. Alors, je précise qu'en plus, c'est que des clients. Parce qu'on a voulu récompenser nos clients en leur donnant la priorité sur la levée de fonds. Et c'est-à-dire que si tu voulais être sûr de pouvoir investir, il fallait être un client. Et au-delà de ça, nous, on s'est rendu compte qu'on a des taux de référol chez Gringotte dans notre croissance. Notre croissance principale vient du bouche à oreille. On croît principalement grâce à ça. Mais le taux de parrainage, le taux de référol des gens qui sont investisseurs chez nous, il est 3 fois plus important que des clients lambda. Donc nous, le plus on a d'actionnaires, le plus on a d'investisseurs particuliers, le mieux c'est pour nous parce que c'est notre principal pilier de croissance. Et moi, je préfère avoir 3 mecs qui vont me mettre 3 000 euros pour investir qu'un mini business angel pour qui c'est la 15e boîte de son portefeuille et en fait qui ne va pas forcément en parler autour de lui. Par contre, si tu as un gars, c'est le premier investissement qu'il fait dans une start-up, en plus il est client, il va être super fier de l'avoir fait, il va en parler à tous ses potes au bar le soir et ça du coup c'est comme ça que tu grandis. Donc là, via cette opération, vous avez ouvert l'actionnariat à 3 000 de vos clients
via un véhicule d'investissement. Ce qui est assez dingue, c'est que tu me parles de 18 000 personnes en liste d'attente. Tu m'évoquais le chiffre de 55 000 utilisateurs, en tout cas à ce jour, derrière. Donc ça se trouve, il y a quelques mois, c'était moins encore. Ouais, on croit quasiment de 10% tous les mois. 10% tous les mois, donc effectivement, il y a 6 mois, il y avait peut-être 25 000 utilisateurs. Ça fait presque 80% des utilisateurs qui sont inscrits sur la liste d'attente. C'est juste énorme le taux d'engagement. Qu'est-ce qui explique selon toi un tel taux d'engagement pour un projet et en plus dans la finance, qui est un sujet assez boring pour la plupart des gens? Mais c'est justement ce qu'on a essayé de changer, tu vois. En fait, la finance, c'est passionnant. Ce qui est boring, c'est la façon dont c'est raconté. Parce que quand tu parles à des grands banquiers, quand tu parles aux régulateurs, ils sont tous là t'as des gars de 25 ans qui vont te vouvoyer, qui vont te parler de 14 000 conditions, et en fait, ils ne savent pas parler aux gens. Et je ne sais pas si c'est une volonté de leur part de se dire on ne veut pas intéresser les gens à la finance parce que c'est notre chasse gardée, on ne veut pas qu'ils comprennent le système, on est bien entre nous et comme ça on en fait ce qu'on veut, ou c'est une possibilité, ou alors c'est vraiment parce que les mecs sont d'extrêmement mauvais communicants. Mais en fait, quand tu comprends la finance, quand tu comprends le pouvoir que ça a sur ta vie, tu es obligé de t'y intéresser. Et en fait, c'est passionnant de te rendre compte que simplement avoir un produit d'investissement, ça va te permettre de t'acheter une voiture, un vélo, de partir en voyage. Et nous, on fait ça. On permet aux gens de se rendre compte de l'importance que va avoir la finance sur leur vie. Et surtout, on enlève le flou qu'il y a entre l'argent et les projets. C'est-à-dire que nous, on met énormément en avant ce à quoi va servir leur argent. Quand tu vas mettre 1 000 € sur ton livret A, personne ne sait vraiment où il est. Tu sais à peu près que c'est sur du logement social si tu es renseigné, mais alors s'il est à Marseille, à Perpignan ou à Brest, tu ne sais pas. Nous, on veut que tu aies tout ça et on te dit les 3 500 € que tu as investis chez nous, ils sont allés sur une obligation qui a permis à EDF de construire telle centrale photovoltaïque ou de faire telle réparation sur sa centrale nucléaire. Ils ont permis de faire en sorte que tel agriculteur change sa façon d'arroser ses champs et du coup réduise la consommation en eau de 30 ou 40%. Et en fait, quand tu racontes cette histoire, les gens ils sont fiers. Et cette fierté-là de l'argent, surtout dans un pays où l'argent est tabou, elle est ultra importante. Quand tu dis « c'est grâce à moi », en fait, tu as tout gagné, tu vois. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec Greengot et je crois que c'est ce qu'on fait très bien. Qu'est-ce qui te dégoûte le plus, si le terme n'est pas approprié, tu peux le corriger, dans le monde traditionnel, le monde du système bancaire traditionnel, la finance traditionnelle? Alors dégoûter c'est un peu fort, et puis surtout s'il y en a qui m'écoutent, ils seront pas très contents que je dise ça d'eux, mais c'est un monde de non-dits. C'est un monde de non-dits dans lesquels les règles souvent ne sont pas clairement écrites. Et c'est à toi de les deviner. Et on va pas te dire si ce que tu fais est bien ou pas. Je prends un exemple. Quand tu dois passer tes différentes licences, on te demande de décrire tes procédures, on te demande d'expliquer ce que tu fais en termes de conformité. Et on ne te dit pas ce que tu dois faire. On te dit « montrez-moi ce que vous faites. Voilà ce que je fais. » Et là, on te dit « c'est pas assez. » Et tu dis « ok, qu'est-ce que je dois faire? Montrez-moi ce que vous faites. » Et en fait, c'est écrit nulle part ce que tu dois faire. Tu dois juste prouver que tu fais suffisamment, mais on ne va pas t'aiguiller. Et on va te dire « non, c'est pas assez » jusqu'à ce que tu recommences et que tu leur montres que tu fais bien les choses. Mais personne ne va te dire exactement noir sur blanc ce que tu dois faire. Je te prends un exemple très bête, mais quand tu démarres et que tu es totalement un novice, il y a des plafonds de retrait sur une carte. Tu ne peux pas retirer 10 000 € depuis ta carte bancaire. C'est emmerdant pour beaucoup de monde, mais en réalité, ça, c'est pour éviter le blanchiment d'argent, éviter même le financement du terrorisme et plein de choses, parce qu'on finance souvent le terrorisme avec du cash. Et en fait, quand tu démarres, la CPR et d'autres te disent quels sont vos plafonds de retrait par carte. Dire qu'est-ce que vous nous conseillez? À quel niveau je dois mettre? C'est pas notre métier, dites-nous ce que vous faites. Et si tu leur dis nous on veut mettre 20 000 €, ils vont te dire c'est trop. Montrez-nous ce que vous faites. Et tu dois jouer avec eux. Et en fait, le problème, c'est que si tu es trop, entre guillemets, si tu rentres trop dans les règles, tu peux leur dire nous on met 100 €. Et là, ils vont te dire ah parfait, génial. Et si tu mets 100 €, les gens vont pas être contents, évidemment. Et donc, tu dois trouver le bon levier d'équilibre par toi-même. Et tu dois essayer de le justifier à la CPR en disant écoutez, moi, je pense que mes clients, il va ressembler à tel type de personne, il va avoir besoin de retirer de l'argent pour telle raison, donc je pense que 3 000 € par semaine, c'est le plus adapté.
Et en fait, c'est très dur de trouver la bonne réponse. Et donc ça, c'est très frustrant parce que personne ne te dit quoi faire et on ne te dit pas comment corriger. Donc ça, c'est typiquement le genre de mur sur lequel tu t'es cogné en mettant en place ce process. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, il y en a sur des sujets qui sont plus légaux, on va dire. On a, par exemple, un process qui est assez compliqué à mettre en place, c'est celui du transaction monitoring. Donc, le transaction monitoring, c'est des règles qui font que tes paiements par carte sont validés ou non. Donc, chaque banque, quand une transaction passe, s'il y a un petit délai entre le moment où ta transaction est validée par le marchand, c'est que la banque va vérifier qu'elle le soit ou pas. Et donc ça, il y a plein de raisons, il y a plein de paramètres, il y a des algorithmes très complexes qui vont le calculer. Ça peut être la notation du marchand, ça peut être ta notation à toi, ça peut être tout un tas d'éléments. Et en fait, pareil, tu dois justifier tous tes algorithmes, tu dois justifier toutes tes prises de décision après de la CPR. Et nous, on a une surprise avec ça lors de la levée de fonds. On a plein de systèmes qui ont sauté de notre côté. Parce que la levée de fonds, je te disais que on a c'était plein de nos clients qui ont souscrit. Et en fait, via CrowdCube, tu règles avec ta carte. Et donc, en fait, on a eu, en 2 heures, quasiment 5 millions d'euros de paiement carte vers le même marchand. C'est des trucs qui sont gigantesques. Hein. Nous, on fait à peu près 25 millions d'euros de transactions carte par mois au total. Là, en 1 heure, en 2 heures, on a eu 5 millions vers un seul marchand. Et donc, ça a tout sauté chez nous. Toutes nos règles de conformité ont pété. Et en fait, on a bloqué plein de paiements. Et ce qui fait qu'en fait, tu parlais de 148 minutes. Et si on n'avait pas eu ça, en fait, on aurait plié le truc en moins d'1 heure. Mais il y a plein de gens pour qui ça n'a pas marché et qui ont dû réessayer. Et ça, c'est parce qu'on avait mis en place des règles pour faire plaisir, entre guillemets, aux régulateurs et pour se protéger, pour protéger de la fraude. Mais en fait, derrière, on s'est retrouvé piégé par ce type de règles-là. Après, je ne te dis pas que ces règles n'ont pas d'utilité parce qu'elles permettent de se protéger face à la fraude, mais des fois, tu te retrouves piégé par des règles que tu as mis en place, quoi. Vous étiez finalement pas forcément prêt à tout cet engouement ou vous l'aviez prémédité, vous en aviez conscience? On avait conscience que ça irait vite. On pensait que ça serait 2-3 jours. Okay. Et ce qui était quand même un truc déjà très cool de lever 5 millions d'euros en 2-3 jours parce que quand tu parles à tout un tas d'entrepreneurs qui ont besoin de 6-9 mois pour lever ces sommes auprès de VC, tu te dis 48 heures, c'est déjà ouf. Mais ouais, 2 heures. Non. Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe GreenGoat? On est une quarantaine. On a une dizaine de postes ouverts pour le recrutement en 2025. Donc on va croître, mais on ne va pas croître n'importe comment dans tous les sens. Notre objectif, ce n'est pas de devenir 300 personnes d'ici l'année prochaine, parce que je pense qu'on est un peu sorti de cette période-là, de ces boîtes de la tech qui recrutaient énormément et qui, en fait, 2 ans après, faisaient partir 70% des effectifs. Nous, ce n'est pas du tout notre objectif, et on veut recruter que les meilleurs. On veut recruter que des personnes qui ont vraiment une expérience significative dans leur domaine, parce que quand tu es entrepreneur, tu dois t'entourer des meilleurs. On a fait trop souvent l'erreur, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, de recruter des juniors en début, parce que le junior peut coûter quelques milliers d'euros de moins à l'année, mais en fait, ça te prend du temps, et c'est à toi de les éduquer. Et en fait, quand tu es entrepreneur, tu dois recruter les gens qui t'éduquent, et tu ne dois pas les éduquer eux. Et donc maintenant, on a totalement shifté notre mindset par rapport à ça, et on recrute les meilleurs. Et donc, ça veut dire qu'au lieu de recruter 2 développeurs back-end qui ont 4 ans d'expérience, on va recruter un seul qui en a 15 et qui sait exactement ce qu'on doit faire. Ce mindset, justement, que tu évoques, vous l'avez eu suite à des expériences vécues, des erreurs que vous avez commises? Ouais, parce que carrément, au début, on a nos premiers recrutements, il y a des alternants, il y a des CDI en tout début de carrière, et en fait, c'est lent, ça n'avance pas, tu prends du retard, et en fait, tu te retrouves par faire les choses toi-même très souvent, ce qui est la pire erreur possible, parce que tu demandes quelque chose, c'est pas fait comme tu veux, tu dis « Ok, laisse, je vais le faire moi », et en fait, tu dis « Ok, si c'est comme ça, je fais tout ». Évidemment, non, c'est un piège énorme, et je pense que tous les entrepreneurs l'ont fait. Et moi, c'était un conseil qu'on m'avait donné au début, hein, on me dit « Ouais, mais c'est bon, ta gueule ». En fait, non, c'est vrai. Recrute des gens très bons dès le début. Et après, tu as peut-être un truc aussi de te dire que quand tu démarres, tu as peur de recruter des gens meilleurs que toi. Certaines fois, tu te dis « Attends, lui, il est trop fort pour moi, je ne suis pas au niveau pour manager ce gars-là ». Et en fait, c'est une grosse erreur à faire.
Aujourd'hui, votre marché, c'est uniquement la France ou c'est toute l'Europe, le monde? On a une présence en Belgique aussi aujourd'hui, mais notre marché à terme, c'est l'Union européenne. D'accord. Le système bancaire européen est assez similaire. Donc, une fois que tu as les autorisations pour opérer dans un pays, tu peux aller dans quasiment toute la zone euro en tout cas. En dehors, en revanche, c'est très compliqué. Revolut N26 se sont cassés les dents aux États-Unis, par exemple. Mais bon, tu vois, l'Union européenne, c'est quand même 380 millions de personnes. C'est un marché qui est sympa. Complètement. Et les projets sur lesquels vous allez permettre aux gens d'investir, ça sera aussi… C'est dans le monde entier. Ah, d'accord. Ouais, les projets sont dans le monde entier parce que… alors, il y a un vrai côté aussi avec la transition environnementale de souveraineté économique et énergétique. Donc, c'est important d'investir en France, d'investir en Europe. Mais après, la réalité, c'est qu'en France, on fait déjà les choses assez bien. Tu vois, on a une électricité qui est décarbonée grâce au nucléaire. Il y a plein de choses à faire sur les transports. Mais tu as des pays où ils sont en retard, énormément en retard. En Asie, en Afrique. Donc, si tu veux avoir un impact fort sur le climat, c'est aussi bien d'investir dans ces pays-là. Tu vois, aujourd'hui, l'Inde, ça carbure au charbon. Et du coup, c'est ce qui émet énormément de CO2. Si tu commences à mettre des centrales nucléaires, des centrales photovoltaïques ou des éoliennes en Inde, bah, c'est là où c'est vraiment un game changer pour le climat. Et donc, nous, c'est des projets dans lesquels on va aussi investir. Mais tu as des trucs, tu vois, tu as des éoliennes offshore au UK, tu as des trucs au Portugal, en Espagne, en France. Il y en a partout dans le monde. Et pour nous, c'est aussi important de diversifier nos investissements. Parce que bah, tu connais l'adage, hein, il faut diversifier ses investissements dans les secteurs. Donc il y a des transports, il y a de l'énergie, il y a des technologies, il y a de l'alimentation, de la gestion de l'eau, il y a plein de choses. Mais c'est aussi une diversification géographique et on ne peut pas se permettre d'investir qu'en Europe aussi pour ces raisons-là. Complètement. Je vais te poser une question qu'on t'a certainement déjà posée, mais je me sens obligé de la poser. Est-ce que tu penses que les gens veulent vraiment investir dans une banque verte ou est-ce que c'est juste un argument marketing ou un élément pour se rassurer de leur côté? On dit souvent en marketing, dis-leur ce qu'ils veulent entendre, vends-leur ce dont ils ont besoin. Donc, est-ce que finalement, il y a cette apparence Ouais, alors je comprends ta question et en réalité, nous, on a un vrai… aujourd'hui, vendre du verre pour vendre du verre, ça ne marche pas. Le verre, il doit être associé à des bénéfices personnels. Tu vois, là, je porte des Veja. Veja, c'est une marque qui respecte la planète dans la façon dont elles sont faites, mais en réalité, elles ne se vendent pas pour ça. Elles se vendent parce qu'elles sont cool et que j'ai vu que tel acteur en portait. Et donc, porter des Veja, c'est aussi, voilà, pour moi en tout cas, des chaussures qui sont cool. Faire du vélo, tu vois, on voit de plus en plus de vélos à Paris, c'est cool pour la planète, tu ne prends pas ta voiture, mais en réalité, c'est aussi super bon pour ta santé parce que tu vas pédaler, tu vas faire du sport et tu vois, le matin, quand tu vas au taf comme ça, c'est très bien aussi. Le sport, c'est pareil. Et en fait, tu dois pouvoir associer des bénéfices environnementaux qui vont bénéficier à tout le monde avec des bénéfices qui sont très personnels. Tu vois, manger un peu moins de viande, surtout de la viande rouge, c'est bon pour la planète, mais réduire ta consommation de viande rouge, c'est aussi très bon pour toi, parce que ça réduit tes risques d'avoir des cancers, ça réduit ton rythme cardiaque, et c'est très bon pour toi. Et en fait, tout ce qu'on va faire avec Gringotte, c'est comment est-ce qu'on va faire pour associer des bénéfices personnels avec des bénéfices pour la planète. Et donc c'est pour ça que nos produits d'investissement chez Gringotte, ils offrent une rentabilité qui est très intéressante. Tu vois, nos portefeuilles l'an dernier, ils sont allés jusqu'à 10% de rendement brut, ce qui est très bien pour 98% des Français. C'est pas des cryptos, c'est peut-être pas Nvidia, mais en réalité, tu proposes ça à la majorité des Français par rapport à Livra, ils sont très 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 contents de tout ça. Et qu'on a une app qui est vraiment très, très sympa, qui est au top de tout ce que tu peux trouver chez nos concurrents, que tu n'as pas de frais à l'étranger, que tu as des retraits illimités, et qu'on a lancé aussi d'ailleurs un compte premium dans lequel tu as toutes les assurances que tu peux vouloir, tu as des cashbacks et des réductions chez plein de partenaires, notamment SNCF. On va en lancer des super cool aussi dans les prochains jours, vraiment sur des sujets qui n'ont pas forcément attrait directement à l'environnement, dans la culture, dans l'hôtellerie, dans le voyage, dans le sport. Tu vois, on a Climbing District, on a La Fourche pour faire tes courses, on a plein de trucs. Et en fait, aujourd'hui, Gringotte te donne un bénéfice pour l'environnement, mais aussi pour toi. Et ça, c'est très important. Donc le but, c'est vraiment de rendre plus sexy le produit qu'il ne l'est déjà, au travers d'autres portes d'entrée. Exactement. Pour faire en sorte que les gens… Exactement, parce qu'aujourd'hui, tu vois, l'environnement, c'est un sujet qui doit toucher tout le monde et qui ne touche pas assez, parce que je pense que la communication qui a été faite autour de ça, elle est trop mauvaise. Tu vois, si on parle de partis politiques, Europe Écologie Les Verts, je suis désolé, mais c'est des tocards, quoi.
Et c'est des tocards parce qu'ils sont trop mauvais en communication. Et moi, au fond, je partage certains éléments avec eux, mais c'est trop mal dit, c'est trop mal présenté, et ils te présentent une France qui n'est pas désirable pour la plupart des gens. Et c'est pour ça que personne vote pour eux. Et tant qu'on n'a pas des gens qui disent qu'en fait l'écologie ça peut être cool parce que ça va te permettre d'avoir, de respirer un air qui est mieux, mais aussi, d'une vie qui est désirable, et c'est ça qu'il nous faut. Il ne faut pas avoir une écologie qui soit que sur la contrainte, que sur des trucs que tu n'as pas le droit de faire. Et tu vois, même si là il a totalement vrillé et qu'il dit n'importe quoi, c'est ce que Elon Musk a réussi à faire avec Tesla en faisant en sorte que des voitures électriques soient cool. Et c'est ce qu'on veut réussir à faire avec Gringot, avec la finance, et c'est ce que l'écologie doit être. Tu parlais tout à l'heure du fait que l'argent est tabou en France. Tu as raison, tout le monde en parle, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Pourquoi selon toi? Alors, je pense que ça vient de très loin. Je pense que ça vient de notre culture chrétienne catholique. Je pense que ça joue énormément. Quand on regarde aujourd'hui, les protestants sont beaucoup plus à l'aise avec l'argent. L'argent en France, c'est sale. L'Église doit être pauvre et on ne doit pas le montrer, on doit le cacher. Et je pense qu'il y a un vrai héritage de ça. Je te disais en début de discussion que j'étais passionné d'histoire et il ne faut pas sous-estimer l'impact qu'ont eu des décisions et des habitudes d'il y a 1000, 1500 ans et ce qui peut encore se passer aujourd'hui. Je pense vraiment que l'argent est vu comme quelque chose de sale, de tabou. On n'avait pas le droit, en tant que catholique, d'être banquier, même pendant longtemps d'être marchand et de gérer l'argent en France et même dans d'autres pays européens. Donc on a laissé ça à d'autres et c'était vraiment quelque chose de sale. La noblesse française, au temps de Louis XIV et de Louis XV, elle ne parlait pas d'argent. Contrairement à l'Angleterre, aux Pays-Bas, où eux, en fait, les nobles étaient aussi des propriétaires terriens et qui se sont aussi du coup rapidement engagés dans la voie de l'industrie parce qu'ils ont vu un potentiel pour gagner de l'argent et faire fructifier leur capital. Nous, pendant ce temps-là, ce qui comptait, c'était l'honneur, la chevalerie, et en fait, l'argent là-dedans, c'est vu comme quelque chose de sale. Et je crois qu'il y a un vrai héritage de ça, et il ne faut pas sous-estimer le poids du passé par rapport à ça. En introduction, tu évoquais le fait que l'argent, c'est aussi le pouvoir. Tu l'évoquais par l'histoire des entrepreneurs, mais finalement, c'est la conséquence de tout ça, c'est aussi les moyens de pouvoir faire des choses. Est-ce que tu penses vraiment que l'argent peut changer le monde? Ah ouais, carrément. Ouais, évidemment. L'argent peut changer le monde, en bien ou en mal, mais on a des exemples de lobbies dans tous les sens qui ont fait qu'ils ont soit accéléré un changement, soit ralenti un changement, parce qu'ils ont pu mettre en œuvre des moyens marketing, des moyens de communication, des moyens de pression pour faire bouger l'aiguille dans le sens où ils avaient envie de le faire. Ouais, complètement. Et à contrario des moyens de pression, tu évoques, vous avez reçu des critiques, par exemple sur le greenwashing. Comment est-ce qu'on gère ça quand on part d'une intention bienveillante, on a envie de faire quelque chose de bien, d'impacter. En plus, on a toute une communauté derrière nous, donc les gens comprennent le message. Et pour autant, on a des critiques, on a de greenwashing, on a des choses comme ça. C'est typiquement le genre de problématique à laquelle pourrait faire face n'importe quel entrepreneur. Ouais. Comment vous gérez ça? Ça blesse énormément, en fait. Ça blesse parce que on fait vraiment les choses avec sincérité. Je veux dire, on se paye très mal. On ne prend pas beaucoup de vacances, voire pas du tout. On dort peu, on travaille tard le soir. Et alors on fait ça parce qu'on est entrepreneur et tous les entrepreneurs font ça. En tout cas, je ne conçois pas moi l'entrepreneuriat sans travailler beaucoup, mais aussi parce qu'on croit vraiment à la mission qu'on fait derrière. Et avoir ces critiques-là qui, en plus, très souvent ne sont pas constructives, ça blesse énormément. Et ça vient souvent de gens qui font rien. Et ça, c'est le plus dur. C'est des gens qui peuvent être dans une sorte de pureté écologique ou voire une pureté militante, qui, eux, ne passent pas à l'action et qui cherchent des solutions qui sont parfaites. Évidemment, rien n'est parfait. Évidemment que si tu veux avoir zéro impact sur la planète, en fait, dépense pas ton argent et en fait, ne l'investis pas et peut-être n'achète même pas un smartphone. Mais est-ce que c'est réaliste de dire qu'on va retourner à l'âge de pierre sans utiliser d'énergie, sans utiliser de smartphone? Non. Et donc, ça blesse. Nous, en fait, ce qu'on fait avec Gringot, c'est qu'on est transparent. On va afficher sur notre site, on va afficher partout tout ce qu'on fait de bien et tout ce qu'on sait qu'on peut améliorer dans le futur. Soit tu es aligné avec ça, et pour toi, c'est cool, soit ça ne te va pas. Et dans ce cas-là, je suis désolé, mais nous, pour le moment, on est une quarantaine de personnes, on est trop petits pour faire plus, on fait tout ce qu'on peut, tu adhères pas.
Mais voilà, nous, on est transparent, on ne veut pas te cacher les choses, mais voilà ce qu'on fait. Comment on gère en tant qu'entrepreneur, peut-être le mot est mal choisi, mais la frustration, entre guillemets, d'avoir une vision énorme. Tu vois, la vision que tu évoques ici, et je la ressens, c'est beaucoup d'impact, faire changer les lignes, la façon dont les gens investissent, la façon dont les gens consomment, la façon dont les gens voient le système bancaire, etc. Et pour autant, rester les pieds sur terre, comme tu l'évoques ici, où vous êtes 40 et vous avez des moyens, vous faites des choses, vous faites de belles choses, mais pour autant, vous faites peut-être que 1%, 5%, 10% des choses que vous voulez réellement faire par rapport à la vision et la mission et le potentiel qu'a ce marché. Du coup, en tant qu'entrepreneur, tu as toujours envie d'aller plus vite, de faire encore plus de choses. Comment tu arbitres ça? Parce que moi, je suis un éternel insatisfait, impatient, j'aime quand les choses vont vite. Je sais que la plupart des gens qui nous écoutent, c'est le cas. J'imagine que tu es confronté. Comment tu le gères? C'est très dur. C'est très dur. Et tu vois, en étant extrêmement optimiste, voire même en me voilant la face sur la vitesse à laquelle on peut aller, ça m'aide à tenir. Par exemple, si au début, tu m'avais dit qu'il faudrait 2 ans et demi pour lancer notre app, je t'aurais dit c'est mort, j'y vais pas. Je me suis dit dans 6 mois, on est live. Et en fait, à chaque fois qu'on a sur la roadmap quelque chose, en interne, et même avec moi-même, je me dis ok, c'est livré dans 3 mois et ça va aller. En réalité, c'est souvent le double, voire le triple. Et en fait, je pense que d'avoir en interne, dans l'équipe et avec moi-même, de penser que ça va aller plus vite, alors que je pense qu'au fond de moi, je sais que non, ça m'aide à me protéger. Parce que c'est vrai que c'est très dur de te dire que cet objectif-là, tu vas pouvoir l'atteindre dans 5 ans. Donc en fait, il te faut des micro-objectifs, il te faut des micro-étapes tout le temps, et te focus là-dessus. Et en fait, le reste, ça viendra. Je pense que les deux sont importants, mais il faut des objectifs très court terme, sinon tu craques. Et après, c'est vrai que c'est très frustrant, parce que toi, tu taffes à fond, et en fait, des fois, t'attends en fait. T'attends que les régulateurs te donnent un tampon, t'attends que y ait un partenaire qui te réponde, parce que quand tu bosses avec des corpos, en fait, 3 mois pour eux, c'est court. Et donc, il faut s'occuper, et il faut avoir des projets qui dépendent que de ta team en interne, sur lesquels tu sais que tu peux aller très vite, quoi. Tu évoques le fait que sur des corpos, ça prend du temps, Ouais. et ça, c'est réel. On a évoqué en introduction un partenariat avec SNCF Connect. Ouais. Ça prend du temps, ce type de choses, mais comment on fait pour aller contacter des boîtes aussi grosses? On cite ici SNCF, mais il y en a plein d'autres. Parce que beaucoup d'entrepreneurs se disent « Waouh, si un jour j'arrive à avoir un partenariat avec X, avec Y, avec Z, ça pourrait effectivement développer considérablement la boîte. » Tu évoquais justement le fait qu'il ne faut pas en dépendre, donc il faut avoir des stratégies en interne et aussi de la croissance externe via ces opportunités. Mais finalement, dans votre cas, comment est-ce que vous avez fait pour entrer en relation avec eux? Quel était le process? Alors nous, on a un cheat code, c'est qu'on a une super image sur les réseaux. Et en fait, à chaque fois qu'on entre en relation avec ces gens-là, ils nous connaissent. Ils connaissent Maud aussi très souvent, parce que sur les réseaux, elle est très forte. Et donc, ils nous reçoivent avec un a priori positif, même ils veulent travailler avec nous. Mais après, moi, le conseil que je donne, c'est aller taper le plus haut possible dans ces boîtes-là. Parce que la qualité d'une intro, elle dépend en fait uniquement de la personne qui fait l'intro. Si le gars qui s'occupe des partenariats dans un grand groupe, il a reçu un mail sur LinkedIn, il va le traiter. Si c'est son N+2 ou son N+3 ou même le DG de la boîte qui lui a dit « Ah tiens, il y a cette boîte qui m'a contacté, ça a l'air intéressant, est-ce que tu peux regarder ?» Il va le regarder avec beaucoup plus d'intérêt que s'il avait reçu ce message lui-même. Donc ça, c'est un vrai truc. Alors ça veut dire un peu méchamment, peut-être des fois, court-circuiter les gens dont c'est le métier, mais en fait, c'est très efficace de faire ça. Et la deuxième chose, c'est les messages qui sont envoyés, très peu de mots. Moi, j'en reçois beaucoup. Là, on recrute, on reçoit des candidatures avec des mails comme ça. Quand on a 400, quand on reçoit 30 par jour sur des messages, c'est illisible. Donc, il faut des phrases d'accroche qui sont très fortes. Il faut qu'en 2-3 lignes, les personnes aient envie de lire ce qui suit et de prendre son téléphone. Donc, c'est très important d'aller taper en haut. C'est des gens qui, en plus, n'ont pas forcément l'habitude qu'on les chatouille. C'est des gens avec qui les gens leur parlent avec beaucoup de pincettes, avec des vouvoiements, des formules, des veuillez agréer, blablabla et tout. Et en fait, si on y va plus directement, surtout quand c'est des personnes âgées, elles aiment des fois être un peu stimulées, entre guillemets, par des personnes un peu plus jeunes qui vont aller les piquer au vif et qui vont leur parler d'une façon différente. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on fait. On va taper du DG, on va taper du CEO, 3 phrases, on propose un appel,
on essaie d'aiguiser la curiosité, ça se fait, ça match, ça redescend, et ensuite on avance comme ça. Ingénierie sociale finalement. Ouais, c'est ultra important. Enfin, c'est des humains qui prennent les décisions, et justement, il faut éviter les process. Les process, ils sont mis en place pour protéger les entreprises, mais quand tu es extérieur à ces process-là, il faut tout faire pour en sortir. Et je rebondis, le premier point que tu as évoqué, tu l'as rapidement évoqué comme étant, presque envie de dire, une banalité aujourd'hui chez vous de par l'image que vous avez créée, mais le personal branding et le branding que vous avez créé, même autour de la marque. Tu m'évoquais même tout à l'heure en off que vous faites aussi du contenu sur YouTube, vous êtes de plus en plus dans cette dynamique de créer encore plus de contenu, être de plus en plus présent et puis de continuer en fait ce que vous avez déjà commencé. Quels seraient les conseils pour une boîte qui veut se lancer et qui aimerait aussi du coup commencer à créer du contenu? Tu l'as évoqué tout à l'heure, vous avez fait tout de suite du build-in public. Je pense que c'était une des meilleures idées que peut-être vous ayez eues sur la partie communication, marketing. Mais finalement, certains, tu vois, ils se disent, je dois attendre d'avoir le produit parfait pour communiquer, je dois avoir l'idée parfaite pour communiquer, je dois me sentir légitime pour communiquer, parce qu'ils ont peur du regard des autres, ils ont peur de ce que vont penser les autres. Comment tu l'as vécu et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est dans cette dynamique? Alors, c'est tellement dur le regard des autres. C'est vraiment un des trucs le plus dur que tu dois casser en tant qu'entrepreneur. L'ego, te prendre des claques dans la gueule et même des moqueries, c'est très difficile. Et surtout, quand tu es avec des potes qui ne sont pas forcément entrepreneurs et tu les entends des fois se dire « Ah, t'as vu l'autre con sur LinkedIn et tout, il se la pète » ou je sais pas quoi. Et en fait, il faut faire abstraction de tout ce qui peut se dire sur ces sujets-là et il faut vraiment y aller et il faut arrêter de regarder les critiques. Je pense qu'en France, on critique beaucoup les gens qui font. C'est souvent des gens qui ne font pas. Et toi, comme moi, qui sommes des entrepreneurs, je pense qu'on ne critiquera jamais quelqu'un qui prend la parole, qui fait des choses qui, des fois, sont un peu ratées, mais qui au moins ont essayé. Et il faut vraiment essayer de s'entourer de ces gens-là. Et alors, ça ne veut pas dire mettre une barrière avec ses potes qui ne sont pas des entrepreneurs, évidemment, mais parler avec des entrepreneurs, comprendre que c'est dur pour tout le monde et que c'est un fardeau qui est difficile à avoir pour tout le monde, mais au moins, tu rentres dans un mindset où les gens se disent « Ok, tu t'es planté, mais continue, tu vas voir, regarde moi tout ce que j'ai fait, comme je me suis planté. » Et donc, aller dans les réseaux, mettre son image en avant, c'est très dur. Mettre sa tête, c'est très, très difficile parce qu'on n'aime pas sa voix, parce qu'on ne s'aime pas. Mais c'est important, surtout si tu n'as pas des millions d'euros à investir. Et il faut trouver derrière un personal branding qui est très différent. Nous, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent beaucoup ce qui se fait aux États-Unis et en fait de s'inspirer du personal branding de quelqu'un de très populaire aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon et essayer de se dire « je veux être le XXX en France sur tel réseau ». Et je pense que pour commencer, pour se créer une première audience, c'est très important. Donc ça, c'est vraiment un de mes conseils. Et après, par rapport à ce que je disais, la lecture, tu vois, lire des livres d'entrepreneurs, c'est ultra important. Tu vois, quand tu vois des mecs comme tu vois Ben Horowitz sur son Hard Things About Hard Things, tu vois, en fait, quand tu vois à quel point tout ce mec, tout ce qu'il a traversé, comme il en a chié, tu te dis en fait mes problèmes, c'est zéro, je peux y aller. Mais donc c'est important de te rendre compte que c'est dur pour tout le monde et qu'il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus dur que pour toi et te mettre un peu des œillères sur les gens qui critiquent. C'est ce genre de choses qui te fait relativiser quand tu fais face à des challenges. Ah ouais, franchement, ouais. Tu vois, mes problèmes, en fait, alors, pour beaucoup de monde, ils sont très importants, tu vois. Quand j'entends des fois des potes me dire que leur problème, c'est qu'ils n'aiment pas leurs collègues au taf et tout, je dis, ok, on s'en fout, quoi. Et que moi, en fait, c'est que je dois, j'en sais rien, j'ai un lancement énorme le lendemain et qu'il n'y a rien qui marche. Mais en fait, tu dis, il y a un mec, il est président de la République, ou il y a un mec qui doit décider d'envoyer telle bombe. C'est des autres problèmes, tu vois. C'est juste une échelle et en fait, ton seuil de tolérance au problème, il faut voir qu'il augmente et qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus haut que toi sur cette échelle. Quelqu'un a évoqué qu'on a un niveau d'emmerde à la hauteur de nos ambitions et de la réalité dans laquelle on évolue. C'est réel. C'est réel. Tout à fait. Qui a dit ça? C'était dans le cadre d'un déclic également. Je suis d'accord avec cette personne. Un autre point sur lequel je voulais évoquer, c'est le recrutement. Tu as très justement dit le fait qu'il faut s'entourer de talents le plus vite possible. Vous avez fait quelques
erreurs, entre guillemets, ou apprentissage, appelons ça comme on veut, au fait de recruter d'abord des juniors et aujourd'hui, vous allez vers plus de seniorité. Mais comment faire pour recruter les bonnes personnes? Est-ce que c'est toi qui t'occupes encore de certains recrutements stratégiques? J'imagine que oui. Moi, je parle à quasiment tout le monde. Voilà. Du coup, ton process, tu as dû certainement l'aiguiser, l'améliorer, le challenger au fil du temps. Quel est-il et qu'est-ce que tu pourrais partager comme conseil à ceux qui sont dans cette phase? Alors, moi, je vais avoir 2 types de recrutements. Les recrutements de mes reports directs, où là, je vais les tester sur leurs compétences métiers, leurs compétences techniques, et les entretiens de validation, entre guillemets, des personnes qui ne vont pas me reporter. Ou dans ce cas-là, je vais valider le fit, voir si je pense vraiment que cette personne a sa place dans l'équipe. Et petite parenthèse sur ça, quand on commence, on a tendance à sous-estimer l'importance de la culture d'entreprise. Parce qu'on se dit, attends, il fait le taf, si je ne me vois pas aller boire une bière avec lui ou si je pense qu'il ne fit pas, ce n'est pas très grave. Mais en fait, tu te rends compte quand tu commences à passer un certain seuil que c'est extrêmement important. Si tu as une personne qui ne fit pas avec la culture d'entreprise, bah en fait, ça peut déteindre sur tout le reste de ton équipe. Et c'est là où ça peut commencer à faire dérailler une belle machine. Donc c'est extrêmement important. Donc moi, je dois valider le fit. Je valide le fait que la personne soit smart et arrive à rebondir sur plein de sujets. C'est-à-dire que je peux te poser une question, te demander comment ça va. 30 secondes après, je te demande combien de litres de bière vont être bu à Paris le 24 janvier 1921. Et une minute après, je te dis quel est le film, raconte-moi le dernier livre que tu as lu en moins de 30 secondes. Et en fait, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant la réponse que de voir comment la personne va passer d'un sujet à l'autre et surtout comment elle va réagir à un environnement dans lequel elle n'a pas toutes les informations. Parce que dans une start-up, tu n'attends pas que les gens te disent quoi faire, tu n'attends pas que les gens résolvent ton problème, tu détectes un problème, tu vas le résoudre et ensuite peut-être, si tu as 2 options pour le résoudre, là tu vas en parler, tu dis écoute Andrea, on a ça, on peut faire soit ça, j'hésite, qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est ça que je cherche. Et j'ai besoin de personnes qui ne soient pas là à dire « Ok, le manuel me dit en cas de faire ça ». Ça, c'est très bien quand tu es électricien chez EDF, pas quand tu lances une start-up. Et donc, j'essaye de vraiment... Les gens me disent qu'en général, les entretiens avec moi sont assez fatigants. Ils sortent fatigués. Mais je veux vraiment les envoyer dans tous les sens et voir comment ils réagissent à ça. Fatigant, fatigué. Pourquoi? Ouais. Parce que que je les balade dans tous les sens. Okay. Et très souvent, ils ont l'impression d'avoir raté les discussions avec moi aussi. Okay. Mais c'est un peu ce que c'est volontaire, même si je suis chaleureux, je ne pense pas être désagréable et méchant, mais j'aime les balader dans tous les sens et voir comment ils s'en sortent. Tu prends combien de temps en général? 30 minutes, 60 minutes? Ça va, ouais, des personnes importantes, on est sur 1 heure. Je parle aux alternants aussi, hein. Les alternants, on est plutôt sur 35. Un autre point, c'est qu'on parlait de cette levée. 5 millions en 148 minutes, ça aurait pu même être moins s'il n'y avait pas eu tous ces sujets techniques. On voit le côté reluisant de la levée, la success story, c'est un record européen, etc. Il y a plein d'enjeux derrière, mais parlons aussi des conséquences, parfois même négatives ou des challenges auxquels vous avez fait face après cette levée. J'imagine que mentalement, ça doit aussi être quelque chose. C'est une charge mentale, il y a énormément de travail derrière ensuite. C'est quoi l'envers du décor et c'est quoi, on va dire, le prix à payer finalement de cette levée? Alors, l'envers du décor d'une levée, c'est que dans la presse, dans les médias, tu as l'impression, telle boîte a levé, ils sont arrivés. En fait, la levée, c'est que le début. Parce que, ok, tu ne veux pas laisser ton argent dormir sur le compte, maintenant il faut le déployer. Et en fait, très souvent, ce qui est très difficile, c'est d'anticiper les levées. Parce que c'est dur de lever de l'argent. Et donc, tu as tendance à démarrer les projets que tu veux quand tu as l'argent sur le compte. Alors qu'en fait, si tu veux être très bon, si tu veux être très rapide, il faut déjà avoir commencé tes recrutements, à avoir mis en place les choses que tu veux avant même d'avoir l'argent et de faire comme si tu avais déjà l'argent. Et ça, c'est très dur. Parce que tu ne sais jamais si tu vas pouvoir lever cet argent-là. Mentalement, c'est difficile de dire... alors, ce n'était pas notre cas, hein, mais des entrepreneurs à qui il reste quelques centaines de milliers d'euros et qui ont une levée de prévu, se dire, là, j'investis là-dedans et là-dedans parce que j'ai 2 ou 3 millions qui arrivent dans un mois. C'est nerveusement, tu ne dors pas très bien la nuit quand tu fais ça. Et donc, la plupart des gens se disent, on attend d'avoir la levée pour faire ces trucs-là.
Ça, malheureusement, si tu vas aller vite, si tu vas aller fort, c'est une très mauvaise idée, c'est une très mauvaise chose. Donc, l'envers du décor de la levée, c'est que derrière, en fait, ça commence, que tu ouvres le champagne le temps d'une après-midi et d'un soir, mais dès le lendemain, tu dis « Ok, maintenant, on y va et on y va fort ». Et ça, il faut aussi l'expliquer en interne et l'expliquer aux équipes qui ont tendance à se dire « Ok, maintenant, on peut prendre des vacances, la levée est passée ». Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut pouvoir aller très vite là-dessus, il faut pouvoir déployer tes projets rapidement. Et ensuite, tu as des attentes et des exigences de tes investisseurs. Alors nous, on avait déjà fait une levée de fonds avant avec des fonds VC, donc tu as des gens qui sont au board. Et en général, quand tu fais une levée classique avec des investisseurs institutionnels, faire ces levées de fonds, tu fais rentrer quelqu'un d'autre dans ton capital. Tu perds le contrôle de ta boîte en termes de voix, mais aussi en termes de décision stratégique. C'est-à-dire que tu vas en général mettre en place un board dans lequel tu as des gens qui sont extérieurs au management et qui vont participer à la prise de certaines décisions et qui vont te dire « Écoute, je pense que cette feature-là, tu ne dois pas la sortir. Je pense que la strat ne doit pas être celle-ci, mais elle doit être celle-là. » Et ces gens-là, si tu n'arrives pas à les convaincre, peuvent bloquer certains projets. Et ça, alors moi, c'est un truc qui ne m'est pas arrivé et c'est un truc pas du tout qui m'arrive, mais tu as à un certain stade des entrepreneurs qui deviennent des spécialistes de board et tu as des CEO, tu as des présidents dont l'occupation principale est de gérer leur board et de cajoler tout le monde pour que politiquement, on arrive à faire en sorte que lui vote telle résolution et lui accepte celle-ci. Ça, c'est un vrai piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et je pense que quand tu tombes là-dedans, tu n'es plus une start-up. Tu deviens une entreprise classique qui perd sa vélocité, qui perd énormément de choses. Son agilité. Et pour moi, c'est vraiment ce que je veux à tout prix éviter. Pour moi, je veux qu'on puisse continuer à prendre les décisions à 2, à 3, à 4 et dire « Ok, on teste, on voit ce qui se passe ». Est-ce qu'il y a des mécanismes que tu as mis en place ou que tu vas mettre en place pour éviter que cette situation arrive? Alors, tu te protèges juridiquement, c'est-à-dire que dans ton pacte d'associés, dans tes différents statuts, tu limites les pouvoirs de certains de ces conseils. Nous, on a un conseil stratégique, on a un conseil de surveillance, on a un comité aussi stratégique, on a 3 éléments. Et tout ça, tu limites, tu encadres les pouvoirs. Et après, c'est dans le choix de tes investisseurs et le choix de ces personnes-là, en fait. Il faut vraiment que tu puisses sentir que c'est des gens-là qui vont te faire confiance et qui se disent que c'est toi qui es au front, que c'est toi qui es au quotidien face à tes clients, face à tes équipes, et qui vont devoir te faire confiance. Si dès le départ, dans les discussions avec les investisseurs, tu sens que c'est des gens qui ont une velléité de prise de contrôle, il faut partir en courant. C'est important d'avoir des gens qui te font confiance et qui sont là pour le projet, qui sont là pour ce que tu crées, mais aussi pour toi et qui ont confiance dans toi et dans tes équipes. Dans la vision dont tu mettais en place. Ouais. Et au-delà de la vision, tu vois, dans la capacité à être résilient. Tu vois, j'ai investi dans quelques boîtes aussi. Et en fait, le truc que je me dis, c'est OK, ce mec-là, cette meuf-là, combien elle va être capable de prendre de claques? Et combien de fois elle va pouvoir se relever? Et si je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, mais qui n'a jamais pris de claque dans sa vie, j'y vais pas trop. Si par contre, c'est quelqu'un qui a souffert et qui est toujours là, là, ça me plaît. Et c'est à cette personne-là que je vais faire confiance parce que je sais que même si elle se trompe, en fait, elle va toujours être là. Quand tu as créé Green Gods, c'était ta première boîte? Ouais. Et justement, on le voit souvent quand des boîtes commencent à aller très 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 vite, explosent, la place du CEO et sa capacité à grandir et à évoluer en tant qu'homme, en tant qu'entrepreneur, plus rapidement que sa boîte, elle est absolument capitale pour être un vrai moteur de croissance et une vraie locomotive. Comment tu fais justement pour être toujours à la page, pour toujours pouvoir avancer? Est-ce que justement ce board et toutes les personnes que tu as pu intégrer au projet t'aident à accélérer plus rapidement et éviter certaines erreurs? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mis en place pour éviter ce point-là? Alors moi, depuis le mois de septembre, je vois un coach. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font ça et c'est très utile parce que tu as quelque part une solitude de l'entrepreneur qui est forte parce que toutes les décisions difficiles, in fine, c'est à toi, sur toi qu'elles reposent et c'est plus difficile de partager tes doutes. Alors, entre fondateurs, on partage évidemment nos doutes, mais pas avec le reste de l'équipe parce que tu dois savoir à tout moment, être à l'écoute et savoir reconnaître quand tu te trompes parce que c'est important de ne pas montrer que la boîte est une dictature et qu'on peut faire marche arrière quand on s'est trompé, mais tu dois toujours garder le cap et garder la vision. Et donc,
c'est difficile d'exprimer tes doutes à des personnes, à des employés, surtout avec les plus jeunes. Les plus seniors, ceux qui ont déjà bossé en start-up, comprennent et savent que c'est normal. Tu as des jeunes qui débarquent sur le marché du travail et qui, au moindre changement de direction, au moindre cap, se disent que c'est une catastrophe et que ça ne va pas. Donc ça, évidemment, il ne faut pas que tu en parles aux gens. Et donc avoir un coach, ça permet vraiment de travailler tous ces sujets-là, d'avoir quelqu'un à qui parler. C'est une personne, mon coach, qui voit aussi beaucoup d'autres entrepreneurs et du coup qui me parle indirectement, sans me les nommer, des problèmes que d'autres peuvent avoir et de comment je peux les résoudre. Et ça, c'est très important. Et moi, j'encourage vraiment tous les entrepreneurs ou même d'autres à avoir un coach là-dessus. Ça peut être sur des sujets de recrutement, sur des sujets d'organisation managériale, sur des prises de décision importantes. C'est très important. Et ensuite, c'est de parler à d'autres entrepreneurs aussi. Parce que, en réalité, tous les problèmes qu'on a, d'autres sont déjà passés par là. Et s'entourer de ces personnes-là, s'entourer de personnes plus âgées, plus expérimentées aussi, c'est important. On a tendance à passer du temps avec des entrepreneurs qui sont au même stade que nous. Alors, c'est cool, ça nous rassure parce qu'on voit les galères qu'eux ont aussi. Mais avoir des exemples de gars qui ont réussi malgré des galères, ça fait énormément de bien. Complètement. C'est assez drôle parce que je te rejoins à 100%, hein, c'est capital. Mais j'ai envie de dire presque tu te justifies entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'en France, là aussi, c'est un peu mal vu parfois d'avoir un coach. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, tu vois, qui c'était qui disait ça? Je crois que c'était Warren Buffett ou je sais plus. Tout le monde devrait avoir un coach. C'est une phrase qu'il avait justement évoquée. Si c'est pas lui, excuse-moi, mais c'était quelqu'un d'autre. Et c'est vrai, tout le monde devrait avoir un coach. Moi, j'en ai un et c'est surtout notre métier au quotidien avec entrepreneurs.com. On a aujourd'hui près d'une cinquantaine d'experts, de coachs, de mentors qui accompagnent les entrepreneurs. Et j'en ai eu plusieurs, des mentors sur différents sujets, même un coach sportif, un coach mental, même un psy aussi. Ouais. Donc vraiment tout un système, un écosystème autour de toi qui te permet d'être plus performant en tant qu'entrepreneur. Et c'est ce qui fait que tu arrives à faire plus que ce que la plupart des gens ne font pas, voire même faire ce que la plupart des gens n'arriveraient pas à faire. En fait, tu as cette image de dire que l'entrepreneur en France, c'est un super-héros, c'est un super-homme et que du coup, il doit tout savoir, tout réussir à faire tout seul sans l'aide de personne. Et honnêtement, moi, j'étais dans cette image pendant longtemps et la personne qui m'aide depuis septembre, en fait, ça doit faire 2 ans que j'aurais dû l'avoir. Et on me l'avait déjà dit, ah, t'es sûr et tout, c'est pas un truc de loser d'avoir un coach et tout. Et en fait, c'est totalement stupide comme façon de raisonner. C'est très important. Ouais. Selon toi, pourquoi les gens raisonnent comme ça ? Parce qu'en France, je crois qu'on a, en vrai, quoi qu'on en dise, un vrai culte de l'homme fort qui doit tout savoir, un peu du papa, tu vois, du père, du chef de famille. Et le chef de famille, il sait où il va, quoi. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour lui dire. Ok, c'est ta thèse. Ouais. Ok, intéressant. T'en as une différente ? Non, je pense qu'elle est juste. Maintenant, moi, c'est plus l'ego. Ouais. Vraiment. Okay. Mais c'est sensiblement lié. Ça se rejoint quelque part. Ça se rejoint. Ouais. Et l'ego, d'une part, et le fait que, on le sait, les médias, la plupart des couvertures des plus grands médias ne parlent que d'éléments négatifs depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et donc, dès lors qu'il y a un élément négatif autour de l'accompagnement, du coaching ou n'importe quoi, beaucoup de gens vont en parler. Et donc, le coaching, l'accompagnement, le mentorat a une image galvaudée, parfois même à cause de messages fallacieux ou faussés, erronés. Donc, les gens craignent ce genre de choses et craignent le fait de se faire avoir. Oui. C'est peut-être la raison pour laquelle les gens disaient « mais t'es sûr, c'est quand même un budget, un investissement, un montant, te faire accompagner, ça vaut vraiment le coup ». Et après, les gens te demandent « alors, ton coach, quel conseil t'a donné? Est-ce que ça t'a aidé ?» Et puis, tu as presque une pression, tu vois, de dire… Justifier les dépenses. Justifier les dépenses et puis expliquer « ouais, mais là, du coup, on a mis ça en place, dans 3 mois, on verra les résultats ». Donc, c'est toutes ces questions. Et c'est pareil pour beaucoup de choses. Hein. On parle de ce sujet, mais ça pourrait être le cas pour beaucoup de choses. Même le fait de se lancer seul ou avec des associés, le fait de lever des fonds ou faire une bootstrap. Il y a plein de sujets et je pense qu'il n'y a pas un chemin où il n'y a pas une décision. Il y en a au moins autant qu'il y a de projets d'entrepreneurs. C'est évident, tu sais, c'est ce graphe que tu as peut-être dû voir passer. Tu sais, c'est tous les chemins que tu as pris jusque ta vie qui t'amènent à un point. Et tu vois, toutes les décisions que j'aurais pu prendre, mais en fait, toutes celles qui sont devant toi. Et évidemment, là, moi, je te parle de mon aventure, mais il y a autant d'aventures qu'il y a de personnes. Et même, j'aurais pu créer Green Goat une deuxième fois, ça aurait été totalement différent aujourd'hui. 5 ans, c'est beaucoup et peu à la fois, en réalité. Ça passe vite, très vite. Comment a évolué ton rôle en tant que CEO sur ces 5 dernières années ? Énormément. Mon rôle, en fait, c'est presque de
recruter mon remplaçant à chaque fois et de partir sur autre chose. Au début, pendant très longtemps, j'ai été beaucoup sur des sujets produits, jusqu'à ce qu'on ait les personnes qui puissent le faire. Ensuite, j'ai été beaucoup sur des sujets de conformité, jusqu'à ce que j'ai une équipe. Au début, c'est moi qui validais les comptes quand les gens arrivaient. Pas seul, mais j'avais d'autres personnes. Jusqu'à ce que la personne que j'avais recrutée ait aussi recruté son équipe et ait grandi vers ce rôle-là. Maintenant, je touche pratiquement plus à la conformité. J'ai fait beaucoup de finance, jusqu'à ce que j'ai une personne, un CFO, qui m'aide sur ces sujets-là. Pareil pour les RH, pareil pour plein de choses. Et en fait, mon rôle, maintenant, il va être de faire grandir les managers que j'ai mis. On a des managers qui sont très expérimentés. On en a aussi qui sont moins expérimentés, mais qui sont très bons et qui ont besoin d'un accompagnement, qui ont besoin justement que je sois un peu leur coach pour ces décisions-là. Et donc, je suis de moins en moins hands-on sur beaucoup de sujets. Et moi, maintenant, mon rôle, il est plutôt d'aller supporter les gens, tu vois, sur chacun de leurs petits sujets. Et tous les mardis, on a un point avec tous les managers et chacun raconte un peu par écrit et ensuite à l'oral ses grands sujets de la semaine. Et moi, en fait, j'ai plus de grands sujets de la semaine parce que mes grands sujets de la semaine, c'est des sujets que j'ai discutés avec chacun d'entre eux. Et donc, je suis au courant de chacun de leurs sujets avant qu'eux en parlent, mais des sujets qui ne reposent que sur moi à 100%, à part la relation avec les investisseurs, à part certains sujets très spécifiques parce que j'avais un peu de bande passante, j'en ai plus. Et du coup, c'est très frustrant pour quelqu'un de ne plus rien produire. Et la dernière fois, je me disais, putain, j'arrive plus à rien faire, quoi. Parce qu'en fait, maintenant, mon rôle, c'est de demander aux gens de faire les choses et j'ai beaucoup de mal à partir d'une feuille blanche. D'accord. Genre, aujourd'hui, même écrire un contenu pour de la com ou un script pour YouTube, bah, j'ai du mal à partir de zéro. Par contre, si quelqu'un m'a préparé le truc, j'arrive à aller beaucoup plus vite, je fais des retours qui sont le plus juste possible. Mais c'est très frustrant et des fois, ça fait peur de dire « Waouh, je ne sais plus rien faire ». Et perdre cette spécialisation, ça fait très peur. Et surtout, recruter des gens qui sont meilleurs que toi dans un domaine dans lequel tu te pensais compétent. C'est-à-dire, quand tu recrutes un développeur et que tu n'es pas un dev, ok. Quand tu as fait de la compliance pendant 2 ans et demi et qu'en fait tu recrutes un mec et qui est meilleur que toi, tu dis waouh, là je suis en train de lâcher le truc et ça peut faire un peu peur. Mais je crois que c'est le rôle d'un CEO et c'est important d'être très flexible dans ton cerveau pour te dire en fait, moi mon rôle il est là où la boîte a besoin de moi et je le vois pas comme un truc si en fait demain, j'en sais rien, il fallait que je fasse que de la com ou que du market ou que du produit parce que c'est là où la boîte aurait besoin de moi, évidemment je le fais, quoi. Si on pousse le truc à l'extrême et qu'on te disait, je te le souhaite pas, mais qu'on te disait, pour que la boîte est là où tu veux qu'elle est, elle a même plus besoin de toi, complètement, tu le feras? Génial, go. Moi, ça veut dire que si la boîte a plus besoin de moi, ça veut dire qu'elle tourne sans moi et que moi, j'ai plein d'autres projets dans la vie, j'ai d'autres choses que j'aimerais faire, toujours en finance, toujours sur des sujets climat, mais il y a beaucoup de choses à faire qui, à mon avis, sortent du cadre et du scope actuel de Gringot. Et si la boîte tourne et que moi, je peux aller bosser sur ce sujet-là, je le ferai avec plaisir, ouais. Un autre sujet, c'est si vous deviez tout recommencer à zéro, sachant qu'il y a plein de choses On irait beaucoup plus vite. Vous ne saviez pas au moment où vous êtes lancé. Est-ce que vous feriez tout pareil? Non. Ou sinon, qu'est-ce que vous changeriez? Non, on en a parlé, on recruterait des gens plus seniors depuis le début. On aurait des raccourcis qu'on prendrait sur des recherches de partenaires qui ont mis du temps au début. On saurait exactement où aller, on saurait avec qui travailler ou qui ne pas travailler. Le branding aurait aussi été plus proche de ce qu'il est aujourd'hui. On n'aurait pas cherché tous ces cheminements, je pense. Alors, c'est facile à dire maintenant, mais on serait allé beaucoup plus vite. Il y a eu beaucoup de rebranding? Là, on va dévoiler un 3e logo en 4 ans, en 4 ans et demi, donc ça fait quand même pas mal. Okay. Et ouais, tu changes toujours un peu le message, en fait. Alors, c'est pas forcément des rebrandings qui sont très forts, mais ton message, il change avec le temps, tu testes des choses et on serait allé directement au message qu'on a aujourd'hui, qui est beaucoup plus efficace que celui qu'on avait à notre lancement. Comment on teste un message pour savoir que c'est le bon? Les réseaux sociaux, c'est pas mal pour ça, parce que les gens réagissent et tu peux vite savoir quel message fait mouche, quel hook va faire mouche, quel visuel va faire mouche. Je sais que beaucoup d'acteurs font ça avec du paid. Nous, on ne le fait pas avec du paid parce que le problème avec du paid, c'est que tu peux toucher des gens qui potentiellement n'auront plus d'autres interactions avec toi. Donc, quand tu payes pour passer des messages, si le message n'est pas bon, en fait,
tu les reverras plus jamais. Alors que si c'est des gens qui te suivent sur les réseaux en organique, si tu as eu un message qui n'est pas très bon, ils verront le prochain qui est meilleur et ils auront oublié dans 3 jours ce message-là. Donc nous, on fait ça sur de l'organique et on teste comme ça. Aujourd'hui, le modèle économique de Greengot, c'est quoi exactement? Alors, nous, on a plein de sources de revenus différentes. L'abonnement et la carte sont payants, donc c'est une grosse partie de nos revenus. Ça va de 6 € à 15 €. Le 15 €, c'est le compte premium avec 2 cartes pour les couples, le compte commun. Donc c'est un de nos comptes. Le compte commun, c'est un de nos plus gros piliers de croissance depuis qu'on l'a lancé cet été. Parce qu'on s'adresse à une cible qui a la trentaine, qui très souvent, la moyenne d'âge, elle est un tout petit peu au-dessus des 30 ans. Et c'est là où tu commences à vraiment mettre tes finances en commun, où tu partages ça. On a des revenus qui sont liés à l'asset under management sur la partie assurance vie. Ça, c'est une grosse partie de nos revenus. Et l'assurance vie, on l'a lancé uniquement il y a 10 mois. Et donc, c'est déjà une grosse partie de nos revenus qui va prendre beaucoup d'importance dans les prochains mois. Et enfin, c'est les frais d'interchange qui sont les frais qui nous permettent de nous rémunérer à chaque fois que tu fais un paiement par carte chez un marchand. Voilà, c'est les 3 grands piliers. Okay. On en a d'autres qui vont arriver dans le futur. On est en train de créer un fonds Greengot aussi qui arrivera dans les prochains mois, où là, on va pouvoir distribuer ce fonds-là en dehors de nos contrats d'assurance vie actuels. C'est-à-dire que toi ou ta famille qui a un compte au LCL, au Crédit Agricole, pourrait investir dans un fonds Greengot à travers un PEA ou une assurance vie que vous avez ailleurs. Tu parles justement de l'assurance. Tout à l'heure, tu disais que vous avez 13 000 souscriptions. Ouais. Donc en 10 mois, vous avez fait 13 000 souscriptions. Ouais. Qu'est-ce qui explique ce succès? C'est quand même colossal. C'est le plus gros lancement de contrat d'assurance vie depuis celui de Boursorama Banque. Donc c'est un énorme succès. Ouais. On avait le premier mois, on a collecté 14 ou 15 millions d'euros. Donc il y avait encore une fois beaucoup de gens sur la liste d'attente. Les gens attendaient ça depuis très longtemps. Et ce qui a expliqué ce succès, c'est une transparence totale. C'est-à-dire que tu peux voir les fonds dans lesquels on investit sur le site, même si tu n'es pas client. Tu peux voir comment on les a choisis. Donc, tu as tous les calculs financiers qui ont permis ça. Tu as toutes les données extra-financières. Pourquoi est-ce qu'on a choisi telle entreprise et pas celle-là? Pourquoi est-ce que celle-là, malgré une controverse, on a décidé de quand même la mettre parce qu'on pense que son plan est ambitieux sur la décarbonation. Et ça, c'est full transparence. Et les gens, en fait, adorent la transparence. Pour nous, c'est très important. La qualité du produit aussi. C'est quand même une assurance vie sur laquelle tu peux souscrire en 10-12 minutes sur ton app. Tu n'as aucun papier à envoyer, tout se fait depuis ton téléphone. Le truc est validé en 48 heures, ça plaît. Et ensuite, la performance, parce que comme je te le disais, nos portefeuilles l'an dernier, ils ont performé jusqu'à 10% brut. Et c'est quand même une performance qui est ultra intéressante. On s'apprête à lancer des produits structurés aussi, avec une belle perf et un capital qui est protégé. On s'apprête à lancer des contrats pour les mineurs. Et en fait... les gens partent de tellement loin en finance que des choses que tu peux penser être simples, une interface qui les séduit, en fait, ça fait le taf. Tu as démarré ton propos justement par la transparence. Pourquoi, selon toi, le monde de la finance est si opaque? Tu as rapidement évoqué ce sujet tout à l'heure, mais si on creuse un peu le sujet justement… Au-delà de ce que je t'ai dit au début, du fait qu'on est des gens qui ne savent pas communiquer ou qui peut-être se contentent de cette opacité, c'est sa complexité. Je pense que d'avoir créé Greengot, on a, les fondateurs, une meilleure vision du système bancaire que 99% des banquiers. Pourquoi? Parce que ces banquiers-là, ils s'occupent dans d'immenses paquebots, d'un tout petit périmètre, d'un tout petit scope, et ils ne savent pas ce que font les autres. Et même quand tu remontes en haut, il y a tellement de choses à gérer, il y a tellement d'éléments, et la personne n'était pas là depuis le début, ils n'ont pas ces visions globales. Et donc, quand tu n'as pas cette vision globale, c'est très dur de communiquer de façon claire et transparente, et donc c'est toujours un peu flou parce que toi-même, tu ne sais pas vraiment. Et tu vois, je te prends un exemple qui est frappant sur cette opacité, c'est la création monétaire. Quand tu fais un crédit dans une banque, les gens pensent que l'argent que la banque me prête, c'est ton argent que toi, tu as déposé à la banque. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Quand tu fais un crédit, la banque crée de l'argent. À partir de rien, comme ça, elle te met des lignes de code sur ton compte. Elle est limitée par des ratios et tout un tas de choses, mais la banque crée de l'argent à partir de rien. Et ça, tu as une immense portion de la population française qui ne sait pas ça
et qui croit que son crédit, c'est les dépôts des autres. Et tu vois, ça, c'est un élément de flou total et on se demande pourquoi personne n'en parle. Et on a parlé à plein de banquiers. Il y a des banquiers en agence qui ne savent pas ça. Et je trouve ça fou, en fait. Je trouve ça fou que les gens ne savent pas comment est construit le système à partir duquel le monde est construit. Parce que le crédit, c'est ce qui a fait qu'on est passé d'une économie où les gens labouraient les terres à une industrie comme on a aujourd'hui. Et pourtant, on ne sait pas ça. Et nous, c'est justement ce qu'on explique, c'est ce qui fait notre succès, c'est ce qui fait notre transparence. C'est quand on dit aux gens, on explique des choses comme ça. Et quand on fait des vidéos sur les réseaux sur ça, on a des millions de vues. On a des gens qui nous disent que c'est pas vrai, que c'est une théorie du complot et ce genre de choses-là. Mais si, je vous assure, c'est vrai. Et évidemment, la plupart des gens sont hallucinés par ce qu'on leur raconte, quoi. Ouais. C'est vrai, il y a pas mal de vidéos sur le sujet, mais plus en anglais, bizarrement, encore une fois. Ils sont en avance sur tous les sujets financiers, on ne va pas se cacher. La volonté de créer du contenu, outre la partie éducation de masse des gens, comme tu l'évoques, il y a un vrai déficit d'éducation financière en France. On parle ici de comment fonctionne l'argent, mais même ne serait-ce que comment traiter sa propre argent, ses propres économies, parce que tout le monde travaille de 9h à 17h, la plupart du temps 30% de leur vie, et pour un salaire. Et pour autant, derrière, ils le dépensent et ils ne savent pas faire de l'épargne, ils ne savent pas le faire croître. Quel est l'objectif finalement derrière toutes ces créations de contenu que vous faites? Est-ce qu'il y a cette volonté, j'imagine, de partager, d'impacter, de transmettre? Mais est-ce que d'un point de vue aussi purement business, il y a un vrai intérêt? C'est une question que beaucoup de gens se posent et certains même pensent qu'ils devraient être présents sur tous les réseaux. Or, il y a quand même aussi une dimension d'optimisation de son temps. Bien sûr. Tu ne peux pas être partout, tout le temps. Quelle est votre vision? Alors, chaque réseau a son utilité. Je pense que pour un personal branding, LinkedIn est le bien meilleur réseau. Si tu veux faire du reach et de l'awareness sans rentrer dans les détails, tu vas aller sur un TikTok ou un format Reel sur Insta. Et si tu veux creuser les sujets, tu vas faire une vidéo sur YouTube. Si tu arrives à faire les 4, c'est génial. Maintenant, tout le monde ne peut pas faire les 4 et tous les business ne se prêtent pas forcément à faire ces 4-là. Et il y a un intérêt business qui est très fort. Qu'on fasse du B2C, mais aussi du B2B, parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu fais du B2B, les gens qui prennent les décisions, c'est des humains et ils vont être aussi sensibles à tel ou tel type de contenu. Quand on parle de partenariat, comme on parlait tout à l'heure, et qu'en fait tu vas parler à des grands acteurs institutionnels et qui connaissent déjà Gringotte, c'est une forme de B2B finalement et qui va nous ouvrir des portes pour faire ces partenariats-là. Et ensuite, derrière, il y a évidemment un objectif business. L'objectif, ça va être premier, c'est de faire grandir la conscience globale des acteurs et des personnes sur l'importance de l'épargne dans un pays où, en général, on veille sur toi parce que quand tu n'as pas de travail, tu as un chômage, parce que ta retraite, elle est garantie, enfin, elle est payée par l'État. Et donc, les gens n'ont pas l'habitude de s'occuper de leurs finances perso. Sauf que nous, on sait maintenant, avec d'autres acteurs, qu'il va falloir que les gens prennent en compte leurs finances perso parce qu'on n'aura probablement pas de retraite, toi et moi, vu les âges qu'on a. Et on fait donc partie on fait grandir l'awareness de ce problème-là sur l'argent, sur pourquoi est-ce que l'argent peut et doit être investi dans les sujets de la transition écologique, pour des raisons climatiques, pour des raisons de souveraineté, pour des raisons de protection du capital. Ça, c'est pour l'awareness. Et ensuite, une fois qu'on t'a OK, une fois que tu es chez nous, ensuite, derrière, on va te présenter les avantages de nos solutions et pourquoi est-ce qu'on pense être les meilleurs pour y répondre. Et ça, c'est parce qu'on va te dire qu'on a des frais qui sont plus bas qu'ailleurs, parce qu'on a des solutions qui sont plus performantes, parce qu'on a des apps qui sont plus ergonomiques, parce qu'on a un service client qui est top. Mais oui, ça nous rapporte beaucoup de clients, cette création de contenu-là. On suit par réseau. Après, le parcours d'attribution est toujours difficile à voir. Tu vois, on demande quand tu crées ton compte si tu nous as vus sur LinkedIn, si tu nous as vus. En fait, les gens, ils répondent un peu au hasard à ça. Mais bon, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a un impact qui est très fort et que ça nous permet d'instaurer et d'installer Gringotte dans l'imaginaire et dans l'opinion. Et ça, c'est quelque chose de très important qui a des résultats sur le moyen ou le long terme. C'est pas parce que tu vas faire une vidéo YouTube qu'il faut s'attendre à ce que le lendemain, tu aies 300 sign-up. Mais par contre, sur le long terme, ça va infuser et ça va participer à ça. Ouais, tu fais bien de le spécifier, c'est vraiment un jeu long terme. Oui, c'est des graines que tu plantes et que tu vas récolter un an après. Tout à fait, tout à fait.
D'autres types de graines que tu plantes et que tu récolteras plus tard, c'est celles liées à la satisfaction client et à l'engagement de tes clients. J'ai trois dernières questions, pardon. Euh, Celle-ci, c'est surtout sur la partie recommandation. Évoquer le fait que la recommandation, le bouche à oreille, c'est un des leviers, le levier de croissance le plus important que vous avez aujourd'hui. Tu évoquais aussi que ceux qui ont investi chez vous, ce sont ceux qui vous recommandent le plus, jusqu'à 3 fois plus que tous les autres. Quel est le système de recommandation que vous avez mis en place? C'est quelque chose d'assez commun dans le système bancaire, mais même dans différents types de business, pour pouvoir le rendre performant. Parce que finalement, des offres d'affiliation, de parrainage, il y en a plein. Mais des offres qui fonctionnent et qui sont sexy, il y en a moins. Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place? Je pense pas qu'on ait craqué, nous, l'offre complète. Tu parraines, tu as un mois offert pour toi, un mois offert pour la personne que tu parraines. Rien d'extraordinaire. En revanche, les gens sont fiers de parrainer. Les gens sont fiers parce que déjà, ils sont fiers de leur compte. Ils ont une carte en bois. Il y a une carte en bois, une plastique recyclée. Les gens aiment bien montrer leur carte en bois parce que c'est un truc qui est quand même assez original. Et derrière, c'est cette fierté que les gens ont ils sentent un peu, tu vois, de cool kids in the room, tu vois, quand ils ont un compte chez nous. Et spontanément, et c'est marrant parce que nous, on a énormément de statistiques sur les gens, sur la façon dont ils dépensent. Et on a fait un petit exercice et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de parrainage, de codes de parrain qui étaient utilisés dans les heures qui suivaient une transaction dans un bar ou dans un restaurant. Ce qui veut dire que les gens, en fait, c'est un des lieux où, avec leurs potes, avec leur famille, ils vont parler de Gringotte au moment de payer l'addition ou ce genre de choses-là. Et donc nous, c'est vraiment, on joue à fond sur la fierté et sur la mission, en fait. On ne pourra pas aller sur le terrain de Boursorama qui va t'offrir 150 € parce qu'on n'a pas les mêmes budgets. En revanche, tu es content, tu as ramené quelqu'un et tu as montré à quelqu'un que tu étais cool et tu essayes de montrer aussi que tu es cool. Après, l'avantage de ça, c'est que les gens viennent pour les bonnes raisons. Ouais. Parce que finalement, tu évoques Boursorama, donc on peut en parler. L'offre 100, 150 € parrainage. Beaucoup de gens les ont rejoints et ont développé cette offre-là aussi juste pour gagner quelques centaines d'euros, 1000 €. Exactement. Or là, tu rejoins un mouvement, tu rejoins une façon aussi de voir les choses et d'investir et d'avancer. Nous, on travaille beaucoup avec Mastercard et récemment, on a partagé nos chiffres de churn avec Mastercard. Ils ont été hallucinés par le taux à quel point les gens restent. Rétention, En fait, tu restes chez nous parce qu'en fait, tu y viens pour les bonnes raisons et donc tu pars pas, quoi. Et ça, c'est quelque chose dont on est très fiers. On a des notes sur Trustpilot qui sont ouf. On est à 4,8 ou 4,9 partout. Et quand tu compares ça avec d'autres acteurs bancaires, ça joue aussi énormément là-dedans. Complètement. Tu l'évoquais tout à l'heure, le lancement que vous avez fait au travers de cette levée de fonds de financement participatif auprès de votre communauté a été un carton. Il y a eu seulement 30% des gens inscrits qui ont pu souscrire, même moins de 30%, finalement 18 000 personnes pour 3 000 personnes qui ont pu souscrire. 5 millions levés. Pour autant, vous aviez déjà fait une levée avec des VC au préalable. Pour la prochaine levée, si vous envisagez d'en faire une autre, est-ce que vous allez réutiliser le financement participatif ou le VC ou les deux? Les deux. Les deux, parce que la prochaine, on aura besoin de lever plus que 5 millions d'euros. Donc, on sera capé. Et en revanche, il y aura des VC qui seront sur ce tour de table. Un dernier point, c'est si tu avais une phrase, une seule, pour changer la croyance dans l'esprit des gens qui pensent que changer la finance, c'est mission impossible, ce serait laquelle? Une phrase. C'est une bonne question. Moi, je crois déjà que tout peut se changer. Il y a une phrase de Bill Gates qui n'est pas forcément sur la finance, mais que moi j'aime beaucoup, c'est que les gens surestiment la capacité à changer à horizon 5 ans, mais la sous-estiment complètement à horizon 20 ans. Et quand on regarde le monde comme il était en 2005 par rapport à aujourd'hui, il n'y avait pas d'iPhone. Genre, c'est quand même un truc de ouf. Et on n'a pas idée de ce qui va se passer les 10 prochaines années avec l'IA, avec plein de technologies. On reparle de Microsoft, ils ont annoncé des trucs sur l'ordinateur quantique il y a quelques jours. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et moi, je crois que pour changer les choses, il faut avoir cette vision long terme. Tu ne changeras probablement rien en 2 ans, ni en 5, mais en 10, en 15 ou en 20, ouais. Et moi, il y a une phrase que j'adore, c'est Winston Churchill, c'est le succès, c'est de voguer d'échec en échec sans jamais se lasser. Et ça, je trouve que ça s'applique énormément à l'entrepreneuriat. Et pour la finance encore plus.
Complètement. Merci pour ces éléments. J'ai une dernière question pour toi, Andrea. Mais avant ça, encore une fois, si vous avez apprécié cet épisode autant que je n'ai eu le plaisir à l'animer, faites-le nous savoir en likant cet épisode, nous le disant en commentaire, en le partageant évidemment. Et si, comme Andrea, vous écoutez votre podcast sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, un avis également. Si vous êtes sur Spotify, mettez juste 5 étoiles, ça suffira. On vous en remercie. Dernière question pour toi. Est-ce que tu peux nous partager le déclic qui a fait toute la différence dans ta vie, dans ton parcours, que tu n'as pas encore partagé dans cette interview, que peut-être tu n'as jamais partagé dans aucune interview? Ça peut être une simple phrase, une citation, quelque chose de positif, moins positif, peu importe, mais tu as carte blanche pour le mot de la fin. Ok, bonne question que je n'ai évidemment pas préparée. Donc je vais prendre quelques secondes pour réfléchir à ça, si tu veux bien. Écoute, c'est un peu un constat global, mais quand tu es enfant, tu as tendance à croire que le monde des adultes est un monde parfaitement ordonné avec des gens qui savent où ils vont. Et en grandissant, en parlant à des gens qui sont in charge, en parlant à des gens qui sont au pouvoir politique, tu te rends compte que personne ne sait où il va. Et que c'est un peu un grand flou de communication pour tout le monde. Et en fait, je me suis dit, en fait, les gars qui sont là-haut, en haut des banques, en haut des politiques, ils ne savent pas où ils vont. Donc arrête de t'en faire une montagne, vas-y et tu trouveras le chemin par toi-même en y allant. Et sortir de cette illusion qu'il y a des gens qui savent, je crois que c'est un vrai truc pour se lancer. Merci Andrea.